Alors, bonjour tout le monde. On vous remercie pour votre participation plus importante que ce qui nous était remonté par les inscriptions. Donc, pour votre présence à cette conférence qui porte sur la thématique après les vagues du Covid, le Covid long, un tsunami médical et social. Alors, ce soir, il s'agit d'ouvrir une première page d'écriture sur le sujet. Ce n'est pas une conclusion ce soir et on espère pouvoir porter, que ce soit côté APES, que ce soit côté Solimut, des actions plus en avant concernant la thématique du Covid-19 et côté Solimut, voir aussi quelles réflexions la mutuelle pourrait avoir concernant cette problématique. Donc cela fait 3 ans que le Covid-19 est apparu en France et dans le monde et que la pandémie a tué des millions de personnes et mis à genoux l'économie française, mais au-delà, on va dire l'économie mondiale. Et donc, il y a eu des impacts tant socio-économiques que dévastateurs. Il y a notamment de nombreuses pertes d'emplois et donc de revenus. Mais il y a eu également apparition d'une insécurité alimentaire. Et qui a mis en lumière aussi la dépendance des États par rapport à leur alimentation. Et puis, cette pandémie a eu aussi pour effet de réduire l'accès à l'éducation. Momentanément, il y a eu une réduction de l'accès à l'éducation, mais elle a aussi provoqué, je pense, le plus grand isolement social qu'on n'ait jamais connu, avec ce qui peut apparaître de notre côté comme une maltraitance vis-à-vis de nos aînés et qui est une maltraitance qualifiée de bienfaitrice pour les protéger. Le Covid long, une maladie récente, peut-être mal connue, peut-être mal comprise, qui est terriblement déroutante et qui est sournoise et invalidante pour les personnes qui y sont confrontées. Les personnes atteintes de cette maladie luttent contre des symptômes diminuant fortement leur capacité intellectuelle et physique. Depuis, l'Organisation mondiale de la santé donne une définition du Covid long. Donc, est considéré comme le Covid long le fait d'avoir des symptômes qui persistent plus de 3 mois après l'infection à la Covid, qui ne sont pas expliqués par un autre diagnostic et qui ont un retentissement sur la vie quotidienne, que ce soit le travail, que ce soit la scolarité ou autre. Donc, loin de relever du psychosomatique, le Covid long renvoie les patients qui sont devenus incapables d'assumer leurs charges familiales et professionnelles, qui, face au doute, donc les renvoie face au doute, au sarcasme de leur entourage, de leur employeur, voire de l'administration. En même temps, la maladie est officiellement reconnue par les autorités de tutelle depuis le 15 mars 2022. Et elle est toutefois loin d'être totalement intégrée par les diverses parties prenantes. En France, un rapport de Santé publique France paru en juillet 2022 estime à 2 millions de personnes souffrant du Covid long. Et aujourd'hui, on sait que les pièces du PULS restent encore inexpliquées, faute peut-être d'existence d'un système de centralisation des données sur les symptômes, mais aussi parce que c'est une maladie qui est nouvelle et récente. Aujourd'hui, si on se positionne au 28 février, jour d'aujourd'hui, on est revenu dans une société où les faits divers occupent à nouveau le devant des informations et des médias. La vie donc a repris son cours. Mais repositionner l'humain au cœur de nos préoccupations devrait rester une préoccupation première et une de nos priorités. Le sujet du Covid long ne doit pas rester mineur et devrait constituer un problème de santé publique et un enjeu majeur pour les autorités de santé, ne serait-ce que pour aujourd'hui et pour les années à venir. Nous espérons que la conférence de ce soir vous permettra de mieux comprendre cette maladie, ses enjeux, ses conséquences, et nous espérons que les questions seront nombreuses. Il n'y a pas de questions taboues, toutes les questions ont un intérêt et font avancer la réflexion. Et je tenais à remercier le docteur Refray d'être présent ce soir, mais aussi à remercier Gérard, qui est l'administrateur de l'APS,
qui est un ancien administrateur, je dirais, du mouvement syndicaliste EDF aussi. Et merci à Gérard pour nous avoir sensibilisés sur le sujet et puis pour nous avoir permis de rencontrer le docteur Refray. Et je vous laisse écouter et surtout interagir. Je crois que tout a été dit, maintenant on va pouvoir rentrer. Absolument pas. Bonjour, je me présente quand même. Je m'appelle Alain Refray, je suis médecin généraliste depuis longtemps, très longtemps, 44 ans je crois bien. J'ai exercé pendant 4 ans en médecine de ville, en cabinet de ville, et depuis 40 ans maintenant j'exerce au sein du groupe Arnaud Zang à Mougins, où je suis responsable du service de médecine polyvalente. Alors on m'a demandé de vous présenter ceci pour que vous puissiez le noter. Je pense que s'il y a des questions à passer par voie, par mail, je suppose que ça doit passer par là. Vous retrouverez cette même affiche en fin de présentation. Donc, l'hôpital privé Arnaud Zang à Mougins, certains connaissent peut-être. Donc le service de médecine polyvalente, et sont apparus en fait dans ce service finalement en 2020. Début 2021, un service Covid, puisqu'en fait on s'est retrouvé envahi, malheureusement pour eux, par des patients Covid, et depuis maintenant 1 an et demi également, un service Covid long. Alors je vais essayer de ne pas être trop médical dans ce que je vous raconte, sinon ça va être un peu compliqué, et surtout vous présenter les points principaux. Si vous voulez, c'est une maladie qui est tellement compliquée et tellement bizarre, si je peux dire, que si on veut tout expliquer, on va y passer 2 jours, et à l'arrivée, personne n'aura vraiment compris, et moi non plus. J'ai une souris qui fait de la résistance. J'ai une souris qui fait de la résistance. Bon, on va faire comme ça. Bon, donc, le point de départ de cette pandémie, c'est Wuhan. Ça se situe en Chine. Alors je pensais que Wuhan, moi, quand j'ai vu ce nom, que je ne connaissais pas, c'était une espèce de bourgade de 20 ou 30 000 habitants. Non, il y a 11 millions. Donc c'est à l'échelle de la Chine. Hein. On est en Chine, oui, comme vous dites. Donc là, il y a un centre de virologie qui est de plus en plus suspecté d'avoir laissé fuir quelques virus qui étaient plutôt malfaisants. Ces virus vont se regrouper et sont stockés chez les chauves-souris, et il semblerait que pour le cas d'un autre virus, celui du Covid-19, ces chauves-souris contaminaient le pangolin, qui est cette espèce de bestiole, dont il paraît que la chair est excellente et très appréciée sur le marché de Wuhan. L'aspect extérieur n'est pas très engageant, mais bon, c'est lui qui est accusé en fait d'avoir propagé la maladie. Il s'appelle comment? Le pangolin. Pangolin. Apparemment, c'est un mammifère à écailles. Ouais. Je sais pas, hein, bon. Je sais pas ce que je mettrais dans mon jardin. Bon, alors ce fameux virus, bon, c'est un coronavirus, corona parce que il y a une forme de couronne. C'est une immense famille de virus, hein. Il y en a plusieurs dizaines de millions milliers de différents. Et le nôtre, celui qui nous a créé les problèmes, s'appelle SARS-CoV-2. C'est lui qui est responsable de la pandémie. Alors le système de transmission à partir du pangolin qui a transmis aux gens qui mangeaient ou qui touchaient cet animal-là, il se fait essentiellement par aérosol, c'est-à-dire en toussant, en parlant fort ou en chantant. Les gouttelettes qu'on projette dans l'air sont récupérées par les personnes qui se trouvent dans la pièce ou qui sont immédiatement en face. Et au bout du compte, on est arrivé, ça ce sont des statistiques qui datent de mai 2022, à 800 millions de cas dans le monde, 7 millions de morts, c'est quand même énorme. Pour ce qui est de la France, 38 millions de contaminés et 161 000 morts. Voilà. C'est un petit peu énorme quand même comme chiffre. Hein. Alors comment ça fonctionne? Ben, c'est très simple. Ce monsieur là-bas qui tousse, qui éternue, qui chante, qui fait je ne sais quoi, il projette ces virus dans l'air sous forme de gouttelettes. Les gouttelettes sont récupérées par le nez ou le visage des gens qui sont en face, et à partir de là, ils vont suivre 2 routes. D'abord, ils vont, au niveau des fosses nasales, ils vont se multiplier tranquillement. C'est là qu'ils vont commencer à se développer. Et à partir de là, ils vont progresser vers le haut, c'est-à-dire en fait vers les cellules olfactives, et vers des odeurs, si vous voulez, et vers le bas, vers les poumons.
C'est pour ça qu'on s'acharne à récupérer, nous, les prélèvements pour les PCR directement au fond des fosses nasales. C'est pas très agréable parce qu'on va vraiment tout au fond, mais c'est la seule façon de faire un prélèvement correct. Voilà ce que ça donne au niveau des poumons quand c'est infecté. Ça, ce sont des images que j'ai eues dans le service. Si vous voulez, toutes les parties noires sont des parties normales, dans le volume du poumon. Les parties blanches sont des surfaces infectées. C'est assez impressionnant. Alors, à partir de là, l'évolution peut se faire de deux façons. Ça peut tourner mal, c'est-à-dire que ça s'aggrave. Les gens se mettent vraiment, les poumons ne font plus leur travail. Les patients manquent d'oxygène. L'évolution ensuite peut se faire effectivement vers la mort, ce qui s'est produit pour beaucoup de gens. Ou ça peut éventuellement se nettoyer en quelques semaines et s'améliorer, revenir pas tout à fait à la normale, mais enfin récupérer quasi totalement. Au départ, on ne savait absolument pas pourquoi ça évoluait dans un sens ou dans l'autre. On en a maintenant quelques idées, mais ce n'est pas encore parfait. Ça, c'est mon service, voilà, avec mes troupes, voilà, service Covid. On a traité là 300 patients sur 2 ans et demi à peu près. J'en ai encore un actuellement, bon, un retardataire si je peux dire, mais bon, voilà. Et ces dames en blanc et en vert sont des infirmières ou des aides-soignantes du service. De façon étonnante, quand on a commencé à intervenir sur le Covid, on n'en savait rien. On savait que ça tuait des gens, voilà. Et j'avais une équipe de jeunes femmes qui avaient entre 25 et 30 ans, qui se sont portées volontaires pour s'occuper de ces patients-là, et qui sont restés pendant 2 ans et demi, donc pendant toute la période du service, et qui continuent actuellement avec le Covid. En bas à droite, c'est un monsieur qui a bénéficié de l'aide de Decathlon pour être ventilé. On n'était pas très riche en matériel, c'était un peu compliqué. Donc on a copié nos voisins italiens en ventilant ce monsieur avec un masque Decathlon, modèle italien breveté. Il suffit d'inverser les soupapes et ça fonctionne très bien. Et en plus c'est confortable, c'est en tout cas ce que me disaient les patients. On ne l'a pas fait pour tous, après on a eu du beau matériel. De là on est passé du Covid aigu, le voilà, au Covid long. Alors le Covid long c'est apparu, moi j'en ai entendu parler à partir de en gros mars 21, quelque chose comme ça, où on commençait à voir qu'il y avait des patients qui avaient eu le Covid, qui étaient entre guillemets guéris, et qui commençaient à présenter des symptômes surprenants, des fatigues, des douleurs, des maux de tête, des troubles de l'attention, enfin des tas de choses bizarres, pour des motifs a priori inconnus. Le tableau de droite, il date de mars 21, effectivement. À l'époque, il y avait 80 symptômes de décrits. Ça fait déjà un beau panel. Vous voyez que ça touchait pas seulement les poumons et les fosses nasales, ça touche également tous les organes. Le principal symptôme du Covid long était déjà à ce moment-là la fatigue, suivie par les maux de tête, les troubles de l'attention, les pertes de mémoire et tout ce qui va avec. Actuellement, on a plus de 200 symptômes recensés, je crois que c'est 208 ou 209, avec des pertes de cheveux, enfin avec des tas de trucs qui sont juste rajoutés par la suite. Donc en fait, ça fait une espèce d'énorme syndrome qui regroupe des tonnes, des centaines en fait de symptômes différents, qui sont quelquefois bien difficiles à trier avec d'autres maladies. Ça a été un sacré problème. Voilà, la définition du Covid long, ça a été finalement fixée par l'OMS, on nous l'a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire les symptômes survenant en gros 3 mois après un Covid aigu, prouvés ou non prouvés, bon, dans ces cas-là, on n'avait pas trop mal à les prouver, qui persistent au-delà de 2 mois et qui ne peuvent pas être expliqués par un autre diagnostic. Ça, c'est un point très important, parce qu'actuellement, on voit des tas de gens qui ont des symptômes bizarres, et pour qui l'infection par le Covid n'est pas facile à prouver, et pour qui il est quasiment impossible également de trouver une autre cause. Donc en fait, on est dans dans un flou persistant qui n'est pas très pratique à gérer. Les gens prétendent avoir un Covid long, et franchement, ce n'est pas toujours une évidence. Donc 3 mois après, 30% des gens qui ont eu le Covid aigu présentent un Covid, au moins un symptôme majeur du Covid long, de préférence, si je peux dire, le plus souvent effectivement la fatigue. Et en France, on comptait à fin mai 2022 2 millions de personnes recensées, soit 4% des plus de 18 ans. À ce moment-là, on ne s'occupait pas trop, on ne pensait pas que les enfants pouvaient être atteints. Maintenant, on sait qu'ils sont atteints également et qu'ils présentent également des Covid longs, des formes pas très différentes, surtout avec des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention extrêmement importants, qui présentent l'inconvénient majeur de détruire leur scolarité.
Et c'est pas très simple à gérer parce que trouver des aides pour aider des gamins comme ça à suivre une scolarité à la maison alors qu'ils sont aptes à travailler 1 heure par jour, maximum 2 heures, et qu'après ils décrochent totalement, c'est très compliqué. Pour l'instant, je ne m'occupe pas, je n'ai que deux jeunes de 17 ans dans ce cas-là, sinon ce sont tous des adultes. L'âge moyen des patients atteints, c'est 44 ans, et essentiellement des femmes, 60% de femmes. Bon, comme dans beaucoup de maladies auto-immunes, il y a une majorité de femmes. Alors l'âge moyen de 44 ans, il a une importance, c'est que ça ne correspond pas à l'âge moyen des gens qui ont souffert énormément du Covid aigu. Là, on tombe dans une population jeune, active, en général qui a une vie de famille, et qui se trouve tout à coup avec des symptômes épouvantables qui les empêchent de vivre. Et de vivre, d'avoir une vie de famille et de travailler. L'impact était énorme, on en reparlera tranquillement tout à l'heure. Si on projette ces chiffres de 4% des plus de 18 ans, avec un calcul un peu limite, ça représente 30 000 personnes dans les Alpes-Maritimes, ce qui doit faire à peu près 1 million d'habitants, si je me souviens bien. Donc ça fait quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup de monde quand même. Hein. Alors il faut savoir quand même que ces atteintes du Covid long sont... bon, les symptômes sont toujours comparables, mais la gravité selon les personnes est très différente. Vous avez des gens qui sont atteints de façon extrêmement importante et d'autres qui sont atteints de façon beaucoup plus légère, heureusement. Parce que s'il y avait 30 000 personnes dans les Alpes-Maritimes qui ont perdu la mémoire, qui ont perdu l'odorat et qui se perdent dans la rue, ça deviendrait très compliqué. Il n'empêche que parmi ceux-là, il y en a quand même beaucoup qui sont atteints. Donc pour récapituler un petit peu tout ça, dans les définitions, le Covid aigu, vous avez l'infection là-haut qui est marquée PCR+. Pendant le premier mois, on considère que c'est le Covid aigu. Pendant le mois du premier au troisième mois, on dit que c'est un Covid subaigu. Alors les gens, en fait, on a souvent des symptômes qui sont comparables, mais ces symptômes s'atténuent au fil du temps. Et arrivé au troisième mois, ils ont disparu. Sauf pour un tiers de la population qui a été malade, pour qui il reste un symptôme majeur qui persiste. Ce Covid long, il rentre dans ce qu'on appelle les syndromes post-infectieux. Les syndromes post-infectieux, c'est un grand truc où il y a énormément de symptômes. Ils sont décrits sur la droite, ils se ressemblent pour toutes les maladies, pour tous les syndromes post-infectieux, ça se ressemble. Sur la gauche, il y a les responsables. Bon, le Covid-19, oui. La polio, hein, qu'on connaît malheureusement, la dengue, le chikungunya, la mononucléose, le SRAS, qui est également un coronavirus, qui avait fait des désastres, lui, en 2003. Certaines bactéries, donc la Borrelia, qui donne la maladie de Lyme, qui elle aussi a aurait une forme chronique dont on ne sait pas très bien si elle existe, si elle n'existe pas. C'est un énorme problème. Et la syphilis, qui n'était pas marquée, que j'ai rajouté parce que j'en ai vu l'expérience quand j'étais étudiant, avec ce qu'on appelait la paralysie générale, qui était en fait une encéphalite qui apparaissait entre 5 et 15 ans après une syphilis maltraitée, et qui paralysait les gens, tout bêtement. Donc en plus, un syndrome post-infectieux. Les symptômes, ils sont à droite, c'est-à-dire bon, la fatigue, la faiblesse, l'épuisement rapide, les symptômes de dysautonomie, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure, les symptômes neurologiques, les symptômes pseudo-grippaux, l'irritabilité, les troubles de l'humeur, caractéristiques qu'on retrouve également, désolé mesdames, mais c'est également plus fréquent chez les femmes. Bon. Donc le problème de ce constat, c'est que ces maladies-là avaient été vues d'un mauvais œil par le corps médical, qui refusait en fait de les reconnaître comme maladies, et avait tendance à les considérer, pour différentes raisons, comme des maladies psychosomatiques. Ce qui a fait que ça a beaucoup traîné, mais les maladies qui étaient citées tout à l'heure étaient relativement rares. Là, on arrive quand même sur une histoire avec 2 millions de personnes. C'est difficile de dire que c'est uniquement psychosomatique, ou alors la France est peuplée de gens qui quand même ne vont pas très bien au niveau cérébral. Les raisons de ce doute, c'est la multiplicité, la variabilité des symptômes. C'est vrai qu'il y en a tellement qu'on ne sait plus très bien à qui les attribuer. La difficulté à les objectiver, on en reparlera tout à l'heure parce que nous on essaie de faire l'effort au maximum de les objectiver. Le doute sur la réalité des symptômes, quand vous dites j'ai mal à la tête ou j'ai mal aux jambes ou je suis fatigué, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bah oui, tu es un fatigué chronique, qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours quelque chose, enfin voilà. Ce qu'on peut entendre gentiment dans une famille. Le profil psychologique des patients, bon, c'est la même chose. Il faut reconnaître que les gens qui subissent des symptômes de ce type, quand ils ont ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, le profil psychologique, il en prend un coup. Hein. Vous n'avez pas forcément un moral d'acier, vous n'arrivez plus à travailler, vous n'arrivez plus à rien faire. Vous montez un escalier, vous arrêtez au bout de 3 marches, c'est compliqué à gérer. Les interventions, alors c'est tombé rapidement, le côté psychosomatique a fait que les traitements de ce genre de maladie
ont vite basculé dans ce que j'ai marqué les thérapies non éprouvées, où en fait on a vu fleurir des tas de solutions avec des aromathérapeutes, des trucs, des plantes, des machins, des trucs, des gouttes de scie, des huiles essentielles, enfin ça a sorti dans tous les sens. Ce qui fait qu'en fait, au bout du compte, ça n'a fait que renforcer l'effet de maladies psychosomatiques, en fait, maladies dans la tête. Et encore une fois, la prédominance féminine, bon, je n'aurais pas montré misogyne. On ne sait toujours pas pourquoi, en fait, hein, on n'a pas d'explication. Hein. Voilà. Les mécanismes qui amènent ceci, en fait, c'est le maintien d'un état inflammatoire après l'infection. Et cet état inflammatoire, il apparaît partout. Alors, sous différentes formes, hein, on voit partout. Il y en a une partie en particulier qu'on appelle le SAMA, c'est-à-dire le syndrome d'activation des macrophages. Les macrophages sont des globules blancs qui transportent des tas d'outils pour l'inflammation ou contre l'inflammation. Et là, ils sont libérés en quantité, et au lieu de garder leur contenu pour ces virus qui peuvent poser problème, ils ont tendance à éclater partout. Donc ils vont bousiller des tissus sains, y compris du tissu nerveux, du tissu cérébral, du tissu hépatique, du tissu du rein, il y en a partout. Bon, voilà. La formation de microcaillots et de microsaignements, c'est le mécanisme habituel du Covid, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui se produit dans les poumons des patients que vous avez vus tout à l'heure, mais ça peut se produire dans n'importe quel autre organe, il n'y a aucune difficulté de ce côté-là pour lui. Et la persistance virale, dont on commence à avoir réellement des preuves, soit persistance d'ARN viral susceptible de se reproduire, soit éventuellement de fragments d'ARN capables d'être agressifs pour les cellules. Donc le résultat pour les patients elles-mêmes, mais par contre ça explique un certain nombre de rechutes à répétition. La persistance virale, on ne sait pas toujours très bien où ça se situe, on pense qu'il y en a a priori dans l'intestin, on peut en reparler, dans les globules blancs, dans les lymphocytes, dans les ganglions, enfin disons un petit peu partout. Et donc ce virus qui persiste, de temps en temps, il se réactive pour un motif qu'on ignore, une baisse de forme, une fatigue, un stress, un truc, et il va redéclencher une nouvelle poussée de Covid long. On a un exemple de persistance virale, notamment avec l'herpès. Pour les gens qui font des herpès régulièrement, quand ils vont au soleil, quand ils sont fatigués, bon, toute la journée, dans la vie normale, ils n'ont pas d'herpès. Par contre, s'ils sont exposés au soleil, stressés, malades, pendant les règles chez les femmes, apparition d'un herpès. Donc c'est bien un virus qui est présent, qui est inactif, mais qui profite d'une baisse des défenses pour se développer. Il semblerait que le Covid-19 agisse de la même façon. Je vais à tout prix me servir de cette souris qui ne fonctionne pas. Alors les principaux symptômes. Excusez-moi, je vais peut-être quand même faire un essai avec ma souris à moi, auquel j'ai un attachement personnel. Non, si elle avait le goût de fonctionner, ça serait sympa. L'autre est refusant tout service. Sait-on jamais. Elle est reconnue en tout cas. Et non, bon, ça ne marche pas. Alors, les principaux symptômes du Covid long, bon, c'est essentiellement effectivement la fatigue. C'est celui que tous les patients mettent en avant. Ils l'ont eu à un moment donné, en général, elle ne les a pas quittés. Ce n'est pas une fatigue classique, c'est-à-dire c'est une sensation d'épuisement qui impose de se coucher ou de dormir. Vous ne pouvez pas, avec une poussée de fatigue du Covid long, continuer vos activités, ce n'est pas la peine de rêver. Elle est isolée ou associée à d'autres symptômes, fluctuante, oui, parce qu'il y a des moments où elle est intense, cette fatigue, il y a des moments où elle disparaît, elle s'affaiblit, on ne sait pas pourquoi, à certains moments elle est intense. Par contre, quand on a une poussée, parce qu'on a forcé un petit peu sur cette fatigue, par exemple, j'ai besoin de marcher, d'aller faire un marché, je vais marcher 2 km un petit peu vite, je vais peut-être réussir à le faire. Seulement le problème, je vais mettre 2 jours à récupérer, c'est-à-dire que les 2 jours suivants, je les passe au fond d'un lit. Ça pose un véritable problème. Au revoir. T'as des idées? Il y a une solution, c'est de piquer la pile dessus là. Non, mais tu appuies sur quoi? Ah non, ça y est, elle est là. Ah si, ici là. Oui. Ah oui, si tu veux m'aider, ça m'arrange bien. Oui. Très gentil.
Donc récupération sur plusieurs jours, exacerbation après les activités physiques, mentales ou sociales. Alors, si vous voulez, on a l'impression que les patients disposent d'une quantité d'énergie, c'est pour ça que j'ai mis une petite pile en haut là, que cette quantité d'énergie, ils vont la consommer de plusieurs façons possibles. Soit avec une activité physique, soit avec une activité intellectuelle, soit en raison de stress, choses comme ça. Tout ce qui les occupe, en dehors du fait de dormir, consomme de l'énergie, y compris la digestion. Donc ils vont apprendre à vivre, on va en reparler un peu plus loin, avec cette énergie diminuée et cette capacité à recharger la batterie qui était très très lente et très peu efficace. C'est-à-dire, en fait, c'est une galère. J'ai dans les patients des patientes, en l'occurrence c'était des patientes, qui le matin se brossaient les dents, se lavaient les cheveux et allaient se coucher. Ou bien se levaient, habillaient les enfants et allaient se recoucher. Ce n'est pas par paresse, c'est qu'ils sont cramés, ils ne peuvent plus faire un pas. Et ils ne sont plus capables de faire quoi que ce soit. Donc c'est des vies où les journées sont découpées en petites séquences et on essaie, entre deux séquences, de se reposer un petit peu, de reprendre un peu d'énergie, en sachant que si on force trop, le soir même ou le lendemain, on plonge, on sera bon à rien. Oui, vas-y. Alors, cette fatigue ne vient bien sûr pas seule, elle s'accompagne d'un ce qu'on appelle le brouillard cérébral, c'est-à-dire l'impression d'avoir la tête dans le brouillard, hein, on ne peut pas dire autre chose, de somnolence diurne, de difficulté de concentration, d'allongement du temps de réaction, d'oubli de mots, de lieux, voilà. C'est extrêmement difficile à gérer pour les patients. J'ai un patient qui vendait des chaussures. Quand il allait dans la réserve, auparavant, il se mettait en tête les 2-3 paires qu'il avait à ramener, les 2-3 modèles et différentes tailles. Maintenant, il note et il arrive à se perdre dans sa réserve. Il rentre dans la réserve, bon, c'est un magasin important quand même. Il rentre dans la réserve, bon, déjà il a noté, et même il sait ce qu'il a noté comme modèle, il arrive encore à ne pas trouver, alors qu'il y passe sa vie. Enfin, c'est des trucs, c'est un garçon qui a 30 ans. C'est quand même des symptômes inquiétants. Quelque chose d'important, quand on essaie de forcer, ne serait-ce que physiquement, sur ce type de fatigue, on déclenche un certain nombre de symptômes, éventuellement des malaises, des palpitations, et ce qu'ils appellent le crash, c'est en fait un effondrement total, quoi. Il reste sur place, il s'allonge et il ne bouge plus. Oui, on continue. Alors, cette fatigue, les patients ont appris à la gérer eux-mêmes la plupart du temps, et puis il y a des gens qui ont repris ça en main. Il existe une technique qui s'appelle le pacing, voilà. Sachant que l'énergie disponible est limitée et que les temps de récupération sont longs, il faut organiser la journée en fonction de ce qu'on a à faire. Alors vous avez quelqu'un là qui se lève, qui va marcher un petit peu, qui va se reposer, qui va passer l'aspirateur, qui va se reposer, qui va, je ne sais pas, regarder un ordinateur, qui va se reposer, qui va déjeuner, qui va se reposer. Toute la journée, c'est activité, repos, activité, repos, activité, repos. Et ils apprennent à gérer leur journée comme ça, en sachant que, quand je dis activité, ça peut être simplement descendre, prendre le courrier et remonter. Hein. Et après, je dors 2 heures. Enfin, c'est quelque chose de dramatique. On peut continuer. Ensuite, en dehors de, comment dirais-je, de la fatigue, le symptôme principal qui pourrit la vie aux gens, ce sont les douleurs. Alors là, c'est pareil, on disait tout à l'heure qu'il faut, c'est à l'exception d'une autre explication dans la définition de l'OMS. Donc ça veut dire quand on a des gens qui ont des maux de tête violents après un Covid, on peut dire que c'est lié au Covid, oui. Ça peut être autre chose. Ça peut être une hypertension intracrânienne, ça peut être une tumeur cérébrale, ça peut être des tas de saletés. Donc il faut quand même, ça oblige finalement ces symptômes à aller très loin dans les examens. Et la plupart du temps, bien entendu, ces examens reviennent sans rien. Ce qui a bien souvent découragé les médecins qui avaient des symptômes qui est très évocateurs d'un problème et qui, malgré tous les examens, ne ramenaient rien. Voilà. Ces céphalées, elles peuvent être liées effectivement au Covid long. Et en plus, elles augmentent ou elles apparaissent à l'effort intellectuel. C'est très curieux, parce qu'il y a des expressions qui disent « j'en ai marre de faire ça, j'en ai mal à la tête », mais chez eux, c'est la même expression, mais au quotidien. Voilà. Les douleurs, c'est également musculaire, articulaire, thoracique. Alors les thoraciques, c'est pareil, ça donne bien sûr des bilans cardiaques, donc d'abord des scanners thoraciques, des bilans cardiaques qui reviennent la plupart du temps négatifs. Il y a des atteintes cardiaques liées au Covid long, hein, c'est certain, il y a les péricardiques, il y a des choses comme ça, mais là, dans ce cadre-là de la douleur isolée, on ne trouve rien. Là aussi, on a le problème avec les cardiologues qui s'arrêtent là parfois et qui disent « bon, il n'y a rien de cardiaque, donc vous n'avez rien, cette douleur, c'est dans votre tête ». Actuellement, ce n'est pas encore très clair dans l'esprit de mes confrères, honnêtement, parce que, ne serait-ce que ceux qui travaillent chez nous, de temps en temps, j'ai des réflexions en me disant « tes patients, ils n'ont rien ». Et oui, ils n'ont rien, sauf qu'ils souffrent.
et qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Les douleurs abdominales, même chose, ça oblige à faire des bilans et des bilans et des bilans. En général, on a un scanner, on a une coloscopie, une gastroscopie, enfin voilà, on a tous les examens qui vont bien pour essayer de trouver quelque chose que l'on ne trouve pas. De toute façon, parce qu'il n'y a rien à trouver. Ça fait partie du syndrome Covid long. Oui, très bien, il est très bien ce garçon. On sent qu'il y a du métier. Bon, il y a un autre chapitre, en dehors du chapitre douleur et fatigue, il y a un autre chapitre de symptômes qu'on appelle la dysautonomie. Alors, il faut savoir que votre organisme fonctionne de façon autonome la plupart du temps. Vous ne respirez pas, vous respirez pas en réfléchissant. Vous avez un cœur qui bat sans rien lui demander, vous avez des tas de trucs comme ça qui fonctionnent, votre intestin fonctionne, vous ne lui demandez rien, etc., etc. Le problème étant que les centres de régulation de tout ça se trouvent au niveau du bulbe en partie et suivent après le trajet un peu plus bas avec un nerf qui s'appelle le nerf vague, qui est le 10. C'est un nerf très important parce que c'est lui qui distribue et qui reçoit les informations de tout ce qui est automatisme dans l'organisme. Alors, les principaux symptômes de cette dysautonomie, c'est des tachycardies, des cœurs très accélérés ou des cœurs très ralentis sans aucune raison. C'est-à-dire les gens sont assis, voilà, ils ne font rien, comme Gérard, et d'un coup on regarde, ils ont le cœur à 140, pour rien, sans trouble du rythme, sans rien, juste un rythme rapide, normal, mais trop rapide. A l'inverse, on a également des bradycardies. Pourquoi? C'est un cœur qui ralentit sans qu'on sache pourquoi, alors que ce n'est pas du tout d'à propos, je dirais. Et en fait, il y a une disjonction complète entre, par exemple pour la tachycardie, entre si quelqu'un fait un effort, que son cœur accélère, c'est normal, c'est l'adaptation physiologique, mais qui se mettent à accélérer pour rien, sans émotion particulière, alors que les gens sont assis ou même en train de dormir, on n'a pas d'explication. C'est ce système qui règle l'autonomie, qui déraille complètement et qui lui envoie des informations fausses. Parmi les symptômes de la dysautonomie, vous voyez qu'il y en a un gros paquet, j'ai marqué page 1 parce qu'il y en a beaucoup. Les nausées, les vomissements, les sensations dans l'estomac qui ne se vident pas, les fuites urinaires, les troubles de l'érection, les maux de tête, les instabilités, enfin voilà. Donc il y a tout le système autonome du corps humain peut se mettre à dérailler complètement et fonctionner de travers avec des informations fausses, des réactions qui vont à l'envers de ce qu'elles devraient être. Oui, on peut y aller, je crois. Alors toujours dans la même série, il y a tout ce qui est troubles de la régulation thermique, modification de la chaleur, des essoufflements, des palpitations, des oppressions thoraciques, des essoufflements sans effort. Voilà. On voit des gens là, qui ont le cœur effectivement qui accélère sans raison, mais ils peuvent aussi se mettre à hyperventiler, à ventiler vite sans aucune raison. Ils n'ont pas eu d'émotion, ils n'ont pas eu peur, ils ne sont pas émus, ils n'ont rien, et ils se mettent à hyperventiler. D'autre part, on rencontre également dans le même type des tensions musculaires, musculo-squelettiques et des troubles sensitifs, des sensations bizarres. Ça vient en général d'atteinte des microfibres, des petites fibres nerveuses, mais qui ne sont pas forcément toutes dans le système de la dysautonomie. Et les symptômes généraux, on retrouve là les symptômes qui sont associés en général à la fatigue, les troubles de concentration, les difficultés de mémorisation, les maux de tête, les vertiges, etc., etc. Donc vous voyez, vous avez tout un magma de symptômes dont il est bien difficile de faire le tri, mais surtout qui sont dangereux dans le sens où ils incitent à faire des tas d'examens pour dire c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, et on ne peut pas s'en passer. Parce que le jour où vous passez à côté, c'est catastrophique. Donc il faut impérativement aller voir. Oui. Alors, ce dont souffrent les patients. Bon, alors les prises en charge sont compliquées. Je vais commencer par l'errance médicale, peut-être. Parce que, bien évidemment, les gens s'adressent à leur médecin traitant. Ça remonte à maintenant 2 ans, ces histoires-là, 2 ans et demi. Hein. Le pauvre médecin traitant, qui n'est pas du tout habitué à voir ces choses-là, qui n'a pas forcément un débit de patience suffisant pour en voir d'autres, il ne comprend pas. Donc, il va l'adresser au cardiologue. En général, les premiers symptômes, c'est là. Ça, c'est 1 mois plus tard. Lequel cardiologue ne va rien trouver. Donc, il va l'adresser au pneumologue, encore 1 mois. Qui lui-même va l'adresser au neurologue, voilà, qui lui-même va l'adresser finalement au psychiatre en disant finalement, elle est dingue ou il est dingue. Voilà. Et ce circuit-là, on le voit nous quotidiennement quand les patients se présentent. Ils ont fait le tour avec un délai long, parce que les délais pour obtenir un rendez-vous ici, je ne sais pas, chez un cardio, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais ce n'est pas forcément immédiat. Et les gens naviguent comme ça. Alors il y a ceux qui vont chez le spécialiste, il y a ceux qui se présentent aux urgences et qui vont y prendre une carte d'abonnement. Parce que chaque fois qu'ils ont un symptôme compliqué, ils vont se présenter aux urgences, ils vont se prendre 6 heures d'attente et ils sortiront avec rien. Voilà. Donc c'est une situation qui est très compliquée. Cette errance sur laquelle on reviendra, elle se heurte également à une errance administrative.
on peut avancer. Voilà. On nous l'a dit tout à l'heure, le 24 janvier 22, il y a une loi qui a été votée à l'unanimité concernant la prise en charge des patients Covid long en maladie chronique et la création d'une plateforme de référencement permettant d'avoir des statistiques un peu précises sur ce qui se passait France entière. Ça, c'était le 24 janvier 2022. Ça fait jamais qu'un an. Pardon? Je dis ça fait jamais qu'un an, on attend toujours des décrets. Oui, mais enfin, les patients, ils sont là. Oui, non, mais pour nous, quoi, c'est un peu long. Ben, c'est un peu long, oui. Alors, ce qui est encore moins rassurant, c'est que notre ministre actuel de la Santé, qui est un type charmant par ailleurs, a été interviewé sur le sujet. Et là, il a fait une réponse qui m'a sidéré, moi. Vas-y, avance. Il y a du son, là, normalement. On clique encore une fois, ça va faire le son. Quand on a plus de 80, pas de signe de Covid long de votre côté? De mon côté, non, pas de signe de Covid long. Même si c'est un véritable problème, hein, de soulever cette question du Covid. Mais est-ce que vous avez des chiffres d'ailleurs? Est-ce qu'on sait combien de Français sont touchés par le Covid long? Non, on ne sait pas précisément combien de Français sont touchés parce que les définitions, il faut déjà attendre un petit peu de temps. Hein, on est sur, schématiquement, au-delà d'un mois de persistance de symptômes. Après, on commence à se poser la question parce que c'est une maladie, je ne sais pas si on peut encore appeler ça maladie, mais c'est une maladie qui est encore mal cernée en termes de symptômes. On voit qu'il y a beaucoup de signes divers, donc c'est encore un peu imprécis. Et c'est bien pour cela qu'on met des moyens importants sur la recherche, qu'elle soit clinique ou qu'elle soit aussi fondamentale, sur ce Covid long. Je voudrais revenir un instant sur la vaccination. Vous l'avez... Bon, la réponse qui date de décembre, hein, c'était le moment où il y a eu le cyberattaque sur l'hôpital de Versailles. En fait, il botte en touche. Sa réponse me fait penser à ce que j'étais capable de répondre en fac quand on m'a posé une question sur un truc que je n'avais pas préparé. C'est-à-dire, il faut attendre, il faut se renseigner, il faut voir, c'est pas encore précis. Oui, d'accord. En fait, il n'est pas au courant, quoi. Ministre de la Santé, la loi est sortie il y a 1 an, pas de décret d'application, et lui, il ne sait pas. Donc, on ne peut pas espérer que ça s'améliore très rapidement. Voilà. Bon, il a peut-être d'autres sujets à traiter, hein. Et en Chine, comment ça se passe, monsieur? Pardon? En Chine, comment ça se passe? Ah ben en Chine, on ne se pose pas la question, je crois. Hein. On ne peut pas dire qu'ils fassent dans les états d'âme. Mais ils ont d'abord enfermé tout le monde, puis là, ils ont relâché tout le monde. Par contre, on n'a pas de statistiques sur ce qui se passe actuellement. On sait que leurs statistiques initiales sont fausses. Mais Il n'y a pas de mort. C'est sûr que c'est faux. Ils avaient une population non vaccinée de je ne sais pas combien, enfin 1 milliard et quelques quand même. Voilà. Le virus, il aime bien ça. Hein. Chez nous, ça s'est arrêté quand même parce qu'au bout du compte, entre les vaccinés et les gens qui avaient des anticorps parce qu'ils ont été malades, bon, ça fait quand même une défense globale. Si la propagation devient compliquée. En Chine, donc, a priori, leur vaccin était inefficace. Et enfermer les gens, à un moment donné, ils vont sortir. C'est ce qui se passe. Ben donc, je ne sais pas ce qui se passe en Chine. Je n'ai pas de chiffres. Quand on a eu, je ne sais plus lequel, je crois que c'est l'un des virus a démarré chez nous en Angleterre, et on a annoncé on va arrêter les vols d'avions entre la France et l'Angleterre. Ben, ça a bien marché. Hein. 15 jours plus tard, on était envahis comme les autres, quoi. Donc, c'est un virus qui se propage très facilement pour peu qu'il en ait l'occasion. Et je pense que les Chinois ne sont pas protégés plus que nous. Voilà. Bon, la prise en charge administrative, alors ça repose. Alors ça, je ne suis pas spécialiste du droit social. Il y a des gens là qui connaissent ça mieux que moi. Essentiellement sur la LD 31, qui est hors liste en fait. Hein. Il faut que ce soit une maladie importante, qui revienne cher et qui dure plus de 6 mois. C'est ça? C'est un ordre d'idée. Hein. Voilà. Ça a un avantage, ça permet de renouveler les arrêts de travail pendant une période maximum de 3 ans. Et après 3 ans? Ah ben après 3 ans, on y est. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus rien. Derrière, pour beaucoup de gens, il n'y a rien. Voilà. Ils font comment? Ben, ils ne font pas. Ils ne font pas. Ils cherchent des aides à droite, à gauche. Bon, il y a quelques trucs qui peuvent les aider. Alors, ils essaient de se faire, on pourra y revenir, se faire reconnaître en invalidité. S'ils ont une prévoyance dans leur entreprise, ils vont percevoir une aide de la prévoyance. Je ne connais pas bien tout ça. Je suis un peu comme le ministre tout à l'heure. Les personnes qui sont du Covid long ne sont pas reconnues par la maison des personnes handicapées. La MDPH, non. Ils peuvent l'être, mais au bout d'un moment... Alors, attendez, un dossier MDPH, c'est un monument aussi, ça.
J'en ai rempli quelques-uns. D'abord, c'est très compliqué à remplir, c'est long. Il y en a pour 3/4 d'heure, 1 heure. Il est examiné au bout d'1 mois et la réponse est au bout de 6 mois. Donc, entre-temps, si vous ne touchez plus rien, bon, voilà. Et en plus, ça ne veut pas dire que vous allez toucher quelque chose. Vous pouvez arriver à avoir ce dont on a parlé un petit peu hier, qui est une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui vous donne quelques avantages, notamment la possibilité d'un aménagement de poste dans votre entreprise, d'horaires spécifiques. Mais les personnes ne peuvent pas travailler. Vous nous avez expliqué qu'en fait... Ils peuvent travailler... Ils peuvent petit à petit reprendre de l'activité. Beaucoup sont en télétravail. Ils travaillent 2 heures par jour, mais ils travaillent. Bon, déjà, c'est pas mal. Déjà, on leur a fait l'installation de télétravail. Éventuellement, pour des gens comme ça, qui sont moins atteints que les autres, j'en ai, pour des gens pour l'entreprise présente un intérêt majeur, j'en ai qui leur envoient, il y a quelqu'un qui va les chercher tous les matins, pour pas qu'ils aient à conduire. Parce que s'ils doivent rouler 20-25 minutes dans les embouteillages, c'est déjà ça, l'énergie de consommer. Et ils vont arriver pour travailler, ils vont être cramés. Voilà. J'ai une dame qui a un poste, effectivement, ce sont des postes très élevés, qui a son bureau, on lui a mis un canapé dans son bureau. Non, c'est pas pour sa promotion. Malheureusement, pour elle, peut-être, j'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui dirige des réunions toute la journée. Entre 2 réunions, elle peut dormir. Mais ça veut dire aussi que c'est une salariée qui intéresse énormément l'entreprise. Quand c'est vous qui faites le ménage dans l'entreprise, bon, voilà, on va vite vous expliquer que vous rentrez à la maison et que ça va s'arrêter là, quoi. Voilà. Dernière chose, pour ce qui est de la reconnaissance de travailleurs handicapés, c'est un avantage pour l'entreprise qui paye moins de taxes, parce qu'il y a une taxe travailleurs handicapés dans les charges des entreprises, c'est ça? Et d'autre part, ça ouvre la possibilité de bénéficier de l'allocation d'adultes handicapés. Là, je fais mon ministre de la Santé, là. Hein. Je navigue. Bon, on continue. Alors, la non-reconnaissance. Oui, on va voir un petit peu ça. Parce que ça devient compliqué, là. Vous voyez qu'au niveau administratif, c'est quand même pas d'une clarté exceptionnelle. Hein. Alors, il y a un autre problème, c'est que la reconnaissance de l'ALD, c'est pas du tout évident au niveau des médecins conseils. Vous avez des médecins conseils qui la contestent, qui vous disent non, vous êtes en arrêt de travail, maintenant vous pouvez reprendre votre travail. Vous n'avez pas de symptômes particuliers, si je suis fatigué, ça ne sert à rien, c'est dans votre tête, rentrez. J'ai une patiente qui était en mi-temps thérapeutique, qui a voulu obtenir une prolongation de son mi-temps thérapeutique. Le médecin de la sécurité sociale dans les Alpes-Maritimes lui a dit avec tout ce qu'on vous a déjà versé, maintenant vous pouvez retourner travailler. Ce qui veut dire simplement qu'ils ne savent pas. Autant les médecins du travail, maintenant, commencent à être bien au courant, parce qu'on se rend compte, on en parle, on fait des réunions un peu comme ça. Et là, ça va, ils ont appris. Maintenant, on peut en parler, ils savent repérer les symptômes. Mais à la sécurité sociale, c'est pas jusque-là. Je crois que toute la branche administrative n'a pas percuté, comme on dit. Il y a des médecins à la sécurité sociale, non? Pardon? Il y a des médecins qui sont... Oui, mais oui, ce sont les médecins conseils. Mais quand vous y allez avec votre arrêt de travail pour une prolongation d'arrêt de travail qui vous dit bah, maintenant ça suffit, vous prenez votre travail, vous faites quoi? C'est pas un bon médecin. Non, je ne sais même pas qu'il soit bon ou mauvais, c'est pas le problème. Mais c'est qu'ils ne savent pas, c'est tout. Et puis peut-être ils ont peut-être des copains psychiatres ou machin qui leur ont dit ouais, ça, c'est psychosomatique, c'est dans la tête, attends, ils sont en train de te rouler dans la farine. C'est le problème qui se passe. Hein. Mais ce problème-là, je l'ai moi dans mon établissement. On est 200 médecins au total, j'en ai de temps en temps qui me disent attends, ton truc, c'est de la rigolade, quoi. Bon, voilà. Si tu permets aussi, les médecins aussi sont subordonnés, c'est-à-dire que c'est les supérieurs qui les payent. Donc à des moments, si la sécurité sociale dit qu'il faut refaire pousser des gens, le médecin va aller de ce sens-là. C'est comme le médecin contrôle au niveau d'une entreprise ou au niveau de la société. Si les employeurs disent les gens doivent arrêter de travailler, eux-mêmes ne le feront pas, sinon ils vont se faire taper dessus ou ils se font carrément lourder. Hein. Et là aujourd'hui, tout à l'heure, vous disiez une chose, une entreprise, sauf qu'il y a beaucoup de cas où les gens se sont fait licencier parce qu'ils étaient malades et trop absents, oui. Justement. Et là, il n'y a plus de recours derrière, hein, c'est se débrouiller soi-même. Alors, parfois, on leur propose un reclassement dans l'entreprise. On en a parlé hier aussi, j'ai une dame qui était responsable des achats dans une grande surface, qui avait donc un poste de cadre et un poste à responsabilité, qui s'est retrouvée avec un Covid long. Bon, maintenant, elle travaille à la caisse.
Et elle m'a dit, bon, allez, hôtesse de caisse, je n'ai rien contre les hôtesses de caisse ou les caissières, qui sont des gens souvent charmants, mais elle me dit, maintenant je travaille 4 heures par jour, ça fait bip bip toute la journée, après je rentre à la maison, c'est terminé, je me repose. Voilà. Donc vous passez d'un poste de cadre a priori bien rémunéré à un poste de caissière, moins rémunéré. La chance qu'elle a, si vous voulez, c'est d'être proche de la retraite. Et donc se dit, bon, ça va durer 2 ans, 3 ans, et puis après, ça s'arrêtera. Mais enfin, c'est des situations dramatiques parce que quand vous avez une situation où vous gagnez bien votre vie, ou même simplement vous avez un emploi, vous pouvez vous en servir avec votre conjoint ou votre conjointe pour payer un appartement, pour acheter des trucs, pour payer les études des gamins. Et d'un coup, vous retrouvez-vous incapable de travailler, votre salaire diminue si ce n'est pas totalement détruit, et vous payez comment? C'est catastrophique. Hein. Et je vous dis, c'est quand même pas... bon, c'est pas 30 personnes dans le département. Pour nous, ça représente en gros, bon, il y a en gros 30 000, mettons qu'il y en ait 10 000 qui soient vraiment atteints, ou 8 000 qui soient vraiment atteints, comment font ces gens-là s'en sortir? Et il doit y en avoir parmi vos adhérents, hein, de la même façon. On continue. Pourquoi j'ai mis ça là, je n'en sais rien. Oh, c'est joli ça. Encore une fois, j'imagine, non? Hein? Il y va encore? Ah, tu peux y aller encore une fois là. Pas grand-chose. Si, ouais, si, c'est bien fait. Bon, enfin, devant tout ça, si vous voulez, moi, bon, à l'endroit où on se trouvait, avec donc un service Covid long, où on voyait que les choses se passaient de façon très compliquée, on a créé cette association qui s'appelle Covid long. Bon, c'est pas très original comme nom. Par contre, avec des buts assez clairs, hein, développer un centre pilote à la HPAT, c'est l'hôpital privé Arnaud-Zang, c'est-à-dire chez nous, faire connaître le Covid long, rompre l'isolement des patients, et ça c'est très important, parce que beaucoup sont dans leur coin incapables de faire quoi que ce soit, même éventuellement incapables de faire des démarches, donc ils sont là à attendre que les choses se passent ou que s'améliorent. Voilà. Alors, c'est vrai que les choses s'améliorent, globalement, maintenant je vois ça avec plus de recul, spontanément. L'amélioration, il y a une amélioration globale lente, pas tous. Mais de toute façon, cette amélioration globale lente, elle est entrecoupée de rechutes. Et on part un cran en dessous, et on remonte. Et là, ça va aller bien, 3 mois, puis hop, on replonge. Voilà. Moralement, il faut le supporter. Hein. Voilà. Et d'autre part, conseiller les entreprises. J'ai des bonnes relations avec les entreprises du plateau de Sofia, et notamment avec les médecins du travail sur ce plateau, parce qu'on discute des problèmes des patients. Donc dès l'instant où on commence à en parler, c'est plus facile. Et en fait, le médecin du travail va jouer un rôle de conciliateur entre l'entreprise, le patient et la caisse. Donc on arrive, grâce à eux, à organiser les choses pas mal, éventuellement faire des reprises. Alors, rester chez soi, rien faire toute la journée pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est peut-être un peu compliqué. Donc les gens souvent reprennent par petites doses. Ils vont reprendre à quart temps, ou éventuellement au pire à mi-temps, enfin une partie faite à distance, une partie en présentiel, comme on dit. C'est la seule façon de réintégrer les gens progressivement dans le travail. Si on essaie d'aller trop vite, on est tranquille, il y a la rechute derrière. Alors souvent, c'est difficile à négocier, les employeurs ne comprennent pas pourquoi, mais je pense que de plus en plus, on arrive à discuter avec eux. Voilà. Au moins sur les entreprises de Sofia, qui sont quand même des entreprises en général du tertiaire, où ils ont des gens qui sont censés avoir un cerveau qui fonctionne bien, et ben, quand il ne fonctionne plus, c'est la catastrophe, quoi. Alors par contre, il ne fonctionne plus, parfois. Il faut bien voir que dans les atteintes cognitives du Covid long, ce n'est pas forcément la puissance maximum qui est atteinte. Vous pouvez avoir un cerveau qui va fonctionner à 100% pendant une demi-heure, et après ça s'écroule. Pas très intéressant, mais en fait ça prouve au moins que cette puissance existe encore. Par contre, petit à petit, il faut se mettre, mettons, à 70% de la puissance et essayer d'allonger, allonger, allonger. C'est la technique qu'emploient les patients pour essayer d'améliorer leur performance petit à petit. Et c'est ce que nous, on leur conseille de faire. C'est la même chose au niveau physique. Certains réapprennent à marcher vite. Alors le premier jour, c'est faire le tour du pâté de maison en allant tout doucement. On se repose. Le lendemain, on accélère un petit peu, ou on agrandit un petit peu le périmètre. Enfin, c'est ça, cette rééducation. C'est terrible, hein, et ça avance extrêmement lentement, et les rechutes sont fréquentes. Oui, on peut avancer. Alors, notre mode de fonctionnement. Alors, on s'est organisé pour essayer de gérer tout ça. D'abord avec un point d'entrée qui est un site internet qui s'appelle soscovidlong.fr, c'est très original. Dans ce site internet, il y a des questionnaires, qui sont des questionnaires classiques, qu'on utilise en psychologie ou je ne sais quoi, pour mesurer la somnolence, pour mesurer l'anxiété, pour mesurer la dépression, pour mesurer la fatigue, ou pour rechercher les syndromes post-traumatiques. Si vous allez sur le site, vous cliquez dessus, vous pouvez les regarder, allez même les faire si ça vous amuse. Sur la somnolence, il y a 4 ou 5 questions.
test d'Epworth. On vous dit quand vous êtes assis dans une salle d'attente, est-ce que vous vous endormez? Oui, peut-être, non, il y a 3 ou 4 possibilités. Quand vous êtes à table avec des amis, est-ce que vous vous endormez, etc., etc., etc. C'est arrivé à tout le monde, hein. Bon, voilà, etc. Bon, en fait, moi, ça me permet, avant de voir les gens en téléconsultation, qui est la phase 3, d'avoir déjà une idée de qui je vais avoir en face et dans quel état ils sont. Parce que cette téléconsultation qui dure entre 20 minutes et une demi-heure, pour moi, ça permet de préparer le protocole d'exploration qu'on va mettre en place lors de l'hospitalisation. Les possibilités d'examen, on le verra tout à l'heure, sont énormes. On a un choix énorme. Par contre, tous les examens ne sont pas, entre guillemets, rentables. Ça ne sert à rien de refaire certains examens qui ont déjà été faits ou ceux dont on sait qu'ils n'apporteront pas grand-chose. On repère au fil du temps ceux qui ramènent quelque chose, ceux qu'on a des chances de trouver positifs en fonction des symptômes que nous ont décrits les patients. Ensuite, il y a le protocole d'exploration et là, on aboutit à l'hospitalisation. Un cran plus loin. Voilà. L'objectif de cette hospitalisation, c'est d'objectiver les troubles en les provoquant si nécessaire. Alors, important, par exemple, vous nous dites, j'ai des crises de tachycardie quand je marche. Alors, je marche doucement, je n'ai pas le cœur à 70 ou 80, il se met à 150. Et bien, on les fait marcher. On les fait marcher, il y a une épreuve qu'on appelle les 6 minutes. Ils marchent dans le couloir du service, ils font des allers-retours dans le couloir. Alors, on en voit effectivement qui montent à 150 en marchant. On leur demande de marcher rapidement sans courir. Voilà, pas très compliqué. On en a qui font des troubles de rythme, on en a qui s'effondrent au milieu. Enfin, on a vu à peu près de tout là. Des malaises entre guillemets vagos chez les gens qui sont en train de marcher. Bon, c'est une nouveauté, mais ça se produit. Et ça, donc on a intérêt à le prouver. L'avantage qu'il y a, c'est que si on a une expertise derrière, on peut nous affirmer que tel patient présente bien un syndrome de dysautonomie. Parce que sinon, il va vous le dire, mais vous n'en aurez jamais la preuve. Donc, c'est très difficile. Ça permet... Pardon ? De dysautonomie, on a vu ça à la page avant. C'est-à-dire le système automatique qui règle la vitesse du cœur, par exemple, entre autres. Normalement, vous marchez à telle vitesse, il doit envoyer les informations pour que votre cœur monte à 90, 100 éventuellement, pas à 150. D'accord ? Donc ça, on arrive à le prouver. En plus, on l'enregistre, donc on peut arriver devant le brave médecin conseil de la Sécu en disant « Vous avez refusé l'arrêt de monsieur machin ou de madame machin, voilà l'enregistrement qu'il a fait en marchant à telle vitesse, dans tel... Ces tests-là sont parfaitement codifiés. Hein, on sait comment on fait, on enregistre avant, on enregistre après, on enregistre pendant, et on ressort le graphique. Les quantifier pour pouvoir suivre l'évolution. L'intérêt que quand ces gens-là vont évoluer, s'améliorer ou s'aggraver, c'est de pouvoir renouveler éventuellement les tests plusieurs mois plus tard, hein, voir où ils en sont, ou même un an plus tard, et voir un petit peu où ils en sont, voir s'ils se sont améliorés, ou s'ils sont stables, ou s'ils se sont aggravés. Proposer éventuellement des traitements. Pour ces crises de tachycardie là, survenant au repos, il y a des traitements qui fonctionnent. Bon, voilà, très bien, on peut les utiliser, ça vaut la peine. Et éventuellement une réhabilitation, c'est-à-dire en fait un réentraînement à l'effort extrêmement progressif. Alors il faut se méfier là, des rééducations à l'effort par les kinés. J'aime beaucoup les kinés, mais là on est dans une rééducation, il faut être extrêmement prudent et y aller très très doucement en restant toujours sous les possibilités et loin des possibilités maximales des gens. Sinon vous déclenchez des malaises. Les malaises de tachycardie, les pertes de connaissance et tout ça, on y a droit. Et d'autre part, ça permet d'assurer le suivi. Voilà, ça, ce sont nos objectifs. Alors, ça, ce sont tous les tests qu'on a à disposition. Bon, il y en a beaucoup, hein. Bilan biologique, électrocardiogramme, scanner thoracique, test de marche, on en a parlé, consultation de cardio, etc., 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 etc. J'ai mis en jaune les tests qui rapportent le plus, en termes de résultats et en termes de preuves. Donc le test de marche de 6 minutes, il est excellent. Ça paraît idiot, c'est pas un truc bien compliqué de marcher 6 minutes. Ben, vous avez des gens, ils n'y arrivent pas. Ou alors, au lieu de, vous pouvez vous attendre à ce qu'un grand gaillard, genre Gérard, vous marque 600 mètres, 700 mètres, il va vous marcher 300 mètres. Et à l'arrivée, il va souffler comme un bœuf. Voilà, donc il faut aller chercher plus loin. Ça permet quand même de mettre en évidence des problèmes. Le test nasal test, c'est un test qui recherche en fait ce qu'on appelle les POTS, soit les tachycardies, soit les hypotensions. Alors, il est très simple à faire. Vous mettez quelqu'un debout contre un mur pendant 10 minutes, sans bouger, en prenant sa tension en continu et sa fréquence cardiaque en continu. Ça se passe habituellement très bien. Puis vous en avez un paquet, au bout de 4 minutes, boum, par terre. Pourquoi on ne sait pas. Et vous avez les mêmes qui vont monter à 150 sans raison. Donc ça également, on l'enregistre, ce qui nous permet d'avoir des éléments objectifs quand on nous demande des résultats pour un patient ou quand il y a une contestation.
Un test d'odorat, ça c'est très simple, on le reverra un petit peu plus loin, il est tout bête. On a une société qui nous a fourni des petits flacons d'huile essentielle ou d'essence essentielle, c'est la société Argeville, ce sont nos voisins, ils fabriquent ces produits-là pour les parfumeurs. Donc on a une petite batterie, une petite boîte là, et on teste les gens avec ça. On voit d'abord s'ils sentent quelque chose, s'ils sont capables de nommer ce quelque chose, et ce que ça leur évoque. Si vous voulez, quand vous sentez une odeur, par exemple, je vais sentir une odeur, une odeur. La lavande, voilà, va pour la lavande. La lavande, très bien. D'abord, j'ai senti quelque chose. Oui, c'est de la lavande, oui. Mais la lavande, ça me rappelle que j'ai vu des champs de lavande. Et que j'étais avec un tel ou une telle, voilà, etc., etc. Si vous voulez, ça permet à partir d'une odeur de reconstituer tout le fonctionnement intellectuel en remontant plus haut. Si vous ne sentez pas l'odeur, c'est mort. Hein. Oui. Mais bon, beaucoup de gens sentent, mais ils me disent, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Je sais bien que nos huiles essentielles ne sont pas forcément d'une qualité exceptionnelle, mais quand même, il y a des fois... voilà. L'évaluation cognitive, elle est faite avec un logiciel qui s'appelle Cognifit. C'est un site en ligne, cognifit.com, qui fait des tests très bien. Normalement, si vous voulez, quand on veut faire des tests cognitifs, on doit faire... C'est mignon, ça, hein. C'est bien. Il s'arrête après ou pas? C'est long, ouais. Il fatigue là. Ah non, pas encore. Normalement, quand on veut faire des tests cognitifs... Oh non. Mauvaise pioche. Quand on veut faire des tests cognitifs, on passe par des tests qui sont normés, qu'utilisent les psychologues et les psychiatres, notamment le QI, le quotient intellectuel. Le problème du quotient intellectuel, c'est que c'est un examen qui prend 2 heures à 2 heures et demie, qui est pénible pour le patient et qui est pénible pour le médecin. Donc c'est très long, en gros c'est casse-pied. Bon, pourquoi c'est pénible pour le médecin? Pourquoi? Pourquoi c'est pénible pour le médecin? Parce qu'il faut rester en face du patient, lui faire expliquer chaque test un par un. Et il y en a un paquet, hein. Il y a de quoi s'occuper pendant 2 heures et demie. Hein, voilà. En plus, si vous dites ensuite au patient qui en a déjà pas mal plein la tête, il faudra recommencer dans 6 mois ou dans 1 an, voir si ça s'est amélioré, bon, votre cote de popularité en prend un coup, donc c'est pas la peine. Bon. Je suis allé chercher ce qui existait sur Internet comme test du même type. Cognifit. Alors Cognifit, c'est un test qui a été utilisé dans beaucoup d'expérimentations. J'en ai trouvé 150 ou 200, monde entier. Hein. La boîte qui fait ça, c'est une boîte américaine. Bon. Le test est plutôt bien fait, assez ludique, et il a un avantage par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, la capacité de faire un effort, avoir une concentration très forte, mais malheureusement pas très longtemps, c'est qu'il dure environ 20 à 30 minutes. C'est-à-dire qu'au départ, les gens partent souvent sur les chapeaux de roue, et puis au bout de 20 à 30 minutes, vous voyez que les performances, elles sont en train de se dégrader très très vite, ce qui ne surviendrait pas avec quelqu'un dont les facultés cognitives sont normales. Voilà. On le reverra un peu plus tard, ce test. La polygraphie, la polysomnographie, on enregistre. Alors, les gens viennent chez nous pendant deux nuits. Hein. Donc, pendant une des nuits, on enregistre leur sommeil, parce que quand les gens vous disent qu'ils sont fatigués, si il apparaît que la nuit ils ne dorment pas, c'est sûr que le lendemain, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient très performants. Donc, c'est important d'enregistrer. D'autre part, on sait que le Covid long peut provoquer des problèmes d'apnée du sommeil. Soit des apnées dites obstructives, celles des gens belges, je dirais, et soit des apnées d'origine centrale, c'est-à-dire la commande de là en haut, là, toujours pareil, la même, celle qui gère l'automatisme, peut tomber en panne ou provoquer des pauses respiratoires qui font 10, 15, 20, 30 secondes. Après, ça repart, mais ce n'est pas un fonctionnement normal. Donc ça, on le fait. Le neurotep scanner, alors ça, c'est un examen qui a été mis au point par Eric Gage, qui est un professeur de médecine nucléaire à Marseille, à la Timone, je crois. Qui a publié les premiers résultats de ça, où il a démontré, et on le reverra également un peu plus loin, qu'il y a certaines zones du cerveau qui sont en hypométabolisme. Normalement, quand on regarde votre cerveau sur ce type d'examen, on s'aperçoit qu'il y a des zones qui travaillent, qui sont des zones habituelles, des zones qui travaillent moins. Bon. Si on compare votre cerveau à des centaines de personnes qui ont votre âge, votre poids, etc., etc., normalement, on doit trouver des résultats comparables. Et il se trouve que chez les Covid longs, il y a des zones qui fonctionnent beaucoup moins, qui sont notamment la partie antérieure de ce qu'on appelle la partie, le bulbe olfactif, c'est-à-dire là par où est rentré ce charmant petit virus, qui concerne également, en gros, la base du crâne, les noyaux de la base du crâne, éventuellement le cervelet
et le bulbe, dont on reprochait tout à l'heure le fonctionnement anormal. Donc ça, c'est bien parce que c'est une preuve tangible qu'il se passe quelque chose. Alors, ce test-là est également contesté. Il est contesté parce qu'on retrouve le même type d'atteinte dans les autres maladies de la série en post-infectieux. Mais il n'empêche que quand ça tombe dans le contexte d'un Covid long, c'est un bon élément pour dire effectivement à mon cher médecin conseil, à qui finalement j'ai l'air d'en vouloir, voilà, on a des preuves objectives que ce patient a une atteinte au niveau de son cerveau, que ses neurones ont été abîmés. Ils vont récupérer, pas récupérer, pour l'instant on n'en sait rien, mais en tout cas il y a quelque chose d'objectif et de présent. Ensuite, dans les tests rentables, il y a la consultation assistante sociale. Ça, je l'ai rajouté parce que, bon, on a des psychologues, on a tout ça. Je trouve que nos assistantes sociales sont particulièrement performantes. Elles me renseignent sur les situations des patients, leur situation financière. Est-ce qu'ils ont des emprunts, est-ce qu'ils ont des trucs, comment se comporte la famille vis-à-vis d'eux. Vous pouvez avoir ce genre de problème et que votre famille vous rejette. Qu'est-ce que le médecin a à savoir si le patient a des emprunts ou des... J'ai besoin de connaître mes patients. Oui, mais au niveau médical, pas au niveau... L'assistance sociale, je demande l'avis d'une assistance sociale, que c'est l'information dont j'ai besoin. J'ai besoin de savoir si, par exemple, monsieur un tel ou madame un tel qui a ces problèmes-là, si son mari en a profité pour partir. Elle est laissée avec 2 gamins dont elle ne peut pas assumer la charge. Il faut que je connaisse tout ça. On ne peut pas soigner des patients si on les... Alors ça, j'ai été médecin de ville suffisamment longtemps. On ne peut pas rester dans notre image purement médicale. Ça, alors, c'est catastrophique. Hein. Moi, j'ai toujours eu besoin de connaître mes patients, de parler avec eux, discuter avec eux, de connaître leur vie, leur machin, et même sans aller les questionner, ils racontent d'eux-mêmes. Et c'est très agréable. Et ça fait partie de notre boulot, franchement. C'est ce qui en fait aussi la richesse. Hein. Si on se contentait de faire des examens de prendre d'attention, bonjour madame, rentrez chez vous, voilà. Bon, moi j'ai besoin de ça. Et les assistantes sociales sont très performantes dans ce domaine. Elles me conseillent sur certains trucs que je n'avais pas forcément remarqué. On me dit attention madame Attel, il y a éventuellement un risque de suicidaire, méfie-toi, elle m'en a parlé. Elle ne me l'aura pas forcément dit, je n'aurais pas forcément passé assez de temps avec elle pour qu'elle m'en parle. J'ai besoin qu'elle me remonte ces informations. Ensuite, les groupes de parole lors des repas. Alors ça, en fait, les groupes de parole, ils se sont faits tout seuls. On reçoit les patients par 4 habituellement. Ils restent donc 2 nuits avec nous, donc en fait 3 jours et 2 nuits au milieu. Et les premiers temps, bien sûr, chacun était dans sa chambre. Hein. Et, en fait, on les retrouvait tous à discuter ensemble. Donc, tant qu'à faire, on a résolu le problème, on les a mis à déjeuner ensemble, et c'est très bien. Ils en sont ravis, ils partagent leur expérience ou leur mauvaise expérience de la maladie. Ils se conseillent mutuellement, ils s'arrangent entre eux. Et quand on en parle après avec eux, en fin d'hospitalisation, manifestement, ils apprécient. D'avoir ce contact entre eux, de dire, en gros, je ne suis pas le seul à avoir des ennuis, quoi. Hein? C'est un lien social, oui. Alors, en plus, ils repartent en ayant échangé les numéros de téléphone, etc., etc., quoi. Ils se créent des groupes, mais quelque part, c'est rassurant. Et quand il y en a un qui ne va pas bien, les autres l'appellent. Enfin, ça s'est constitué tout seul, donc j'ai renforcé le système simplement. Hein. Ensuite, alors on parlait des tests olfactifs tout à l'heure, vous les avez là, hein. Les petits flacons fournis par Argeville. Alors ça, j'en ai, je sais pas, il m'en reste une 50aine de flacons comme ça. Quand ils partent, ils repartent avec leurs flacons pour le continuer à la maison, éventuellement le faire en famille. Et on s'aperçoit quand même qu'ils se réentraînent assez régulièrement. Ils ont un petit formulaire qu'ils peuvent m'envoyer quand ils ont fait des tests, s'il y a des choses, où je vois s'ils ont senti plus, s'ils ont reconnu plus, est-ce que ça passe. À droite, l'explication, je pars souvent de cette image-là pour leur expliquer comment ça fonctionne. Pourquoi le virus qui s'est stocké... je vais me déplacer là quand même. Le virus qui est venu s'installer ici, là, dans le fond des fosses nasales, où il s'est multiplié, il tombe là sur un endroit qui est particulier. Le cerveau est entouré d'une enveloppe complète qui s'appelle la dure mère. À cet endroit-là, vous avez des trous dans la dure mère et des trous dans l'os, ce qu'on appelle la lame criblée de l'ethmoïde. Bon, voilà, où passent des petits filaments de l'odorat. L'ennui, c'est que c'est une porte d'entrée. Et le virus en profite pour rentrer par là également, envahir donc cette partie-là, le bulbe olfactif, et rentrer donc à la base du cerveau, les parties dont je vous disais tout à l'heure qu'elles étaient les plus fréquemment atteintes. Celle-ci, le cervelet et le bulbe. D'accord? C'est l'une des portes d'entrée pour le virus. Hein. Oui, ensuite on peut avancer. Alors le PET scan, on en a parlé tout à l'heure. Ça, ce sont les zones chez des patients en hypométabolisme. Ça touche le bulbe olfactif. C'est le truc qui est en avant, là.
qui est là. Et là, vous avez le cervelet qui en a un petit coup aussi. Voilà, donc ça, c'est en comparant les résultats, les radiations. On injecte un produit radioactif, on voit ce qui ressort. Et ça, ce sont les zones faibles, ce sont pas les zones en rouge, ce n'est pas les zones qui rayonnent beaucoup. Ce sont celles qui sont en dessous de la moyenne. En fait, c'est 2 DS, 2 déviations standards. Et donc, on ressort des trucs comme ça. C'est la preuve qu'un patient est atteint. Pour nous, c'est la preuve. D'autant qu'on s'aperçoit que ce test, il n'est pas toujours positif. L'est le plus souvent quand les gens cumulent effectivement beaucoup de symptômes. Donc, ça veut dire qu'il y a une atteinte qui est relativement massive et qu'on va retrouver sur des tests de ce type-là. Alors, cet examen, il est important parce que ça fait qu'un an et demi qu'on l'utilise. Le bon professeur Gage a mis ça au point et a maintenant beaucoup publié là-dessus. Et maintenant, c'est un test qui est repris à peu près partout. Bon, ça, on retombe dans le CogniFit de tout à l'heure. Le CogniFit, donc, ce sont des petits exercices. Alors, vous avez à classer avec la souris, avec une souris qui fonctionne. Non, une qui marche, oui. Non, celle-là, elle est morte. Non, c'est ça. Ah ben, elle marche, celle-là. Formidable, on est sauvés. Voilà. Magnifique. Vous avez des petits tests, je ne sais pas, classer des nombres dans l'ordre, ou bien suivre une petite balle qui se promène et cliquer dessus. Cliquez sur ci, cliquez sur ça. Quand il apparaît une étoile, vous cliquez dessus, enfin, etc., etc. Il y en a pour 20 minutes, une demi-heure comme ça, avec des petits repos entre chaque. Et à la fin, vous avez une note de perception, d'attention, de mémoire, de coordination, de raisonnement. La note est sur 800. Ça, c'est un patient, vous voyez que la partie mémoire, ce n'est pas le point fort. Voilà. L'avantage, c'est que ce test, quand on l'a fait, on peut le renouveler, un test complet. Par contre, quand les gens partent, je leur donne un accès pour avoir des tests d'entraînement. Les tests d'entraînement vont être centrés sur leurs points faibles. Si on voit que leur point faible, par exemple, là, c'est la coordination et le raisonnement, les exercices qu'ils vont avoir à faire, qui ne durent pas cette fois aussi longtemps, ils durent 10 minutes, c'est plus court, mais ils vont être centrés sur leurs problèmes. On appuie là où ça fait mal. L'autre inconvénient pour eux, c'est que chaque fois qu'ils font un test comme ça, j'en reçois le résultat systématiquement. Donc je peux suivre leur évolution dans le temps. Ouais, ça marche. Bon, ça c'est la traduction schématique. On a un peu du mal à lire. Mais ça c'est un bon patient Covid long, avec temps de réaction 30, vous voyez, sur une note à 800. Hein. C'est-à-dire qu'il est vraiment en retard, lui. Inhibition, estimation. L'estimation, c'est sur une trajectoire, on doit estimer où une boule sur laquelle on va devoir cliquer se trouvera dans 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Voilà. Oui. Voilà. On va en venir à un autre sujet, enfin, à une remarque qu'on a eue. Les patients, quand je les ai en téléconsultation, je les interroge sur comment leurs symptômes, leur fatigue, leur machin, leur travail. Et puis, certains m'ont fait remarquer qu'ils avaient souvent des accidents de voiture. Mais des petits trucs, des accrochages, des pare-chocs, quoi. L'ennui, c'est quand vous avez accroché 3 pare-chocs, votre assurance vous envoie une lettre recommandée pour dire qu'elle ne renouvellera pas votre contrat, que vous soyez responsable ou non responsable. Alors, c'est un petit peu ennuyeux parce que ça s'est produit chez pas mal de patients. Donc, ce que je voudrais faire, il faut absolument que nous, on essaie de déterminer de quoi, ce qu'un patient peut prévoir qu'il va avoir des accrochages. En fait, on peut imaginer que ça concerne le temps de réaction, les défauts de concentration, ou éventuellement la somnolence au volant. La somnolence au volant, il la signale assez facilement. Quand on leur demande, vous pouvez rouler combien de temps sur l'autoroute, il y en a qui disent, j'y vais pas. C'est tranquille. Il y en a qui vous disent, non, au bout d'une demi-heure, je m'arrête parce que je sens que je m'endors, ça ne va pas. Et ça, il faut le repérer. C'est important parce que ça a des conséquences dans la vie pratique qui sont extrêmement... On ne devrait pas plutôt tout simplement pardon leur retirer la possibilité de conduire non. À ce genre de personnes. Alors ça, c'est pas mon métier. Je ne suis pas à la préfecture. Non, mais je sais bien, par rapport à ce genre de choses... Il faut les informer. Il faut les informer, qu'ils se rendent bien compte du risque. Il faut qu'ils sachent quel est le risque. Ah. Si je dis à des gens, vous allez venir passer un test, et s'il est mauvais, vous repartirez sans votre permis de conduire, à mon avis, je ne verrai personne. Donc je préfère qu'ils soient bien au courant, qu'ils sachent ce qu'il faut faire, qu'ils connaissent leurs limites, qu'ils sachent que pour eux, en général, ils sont capables de conduire sur une route qu'ils connaissent sans perturbation. Ils sont monotâches. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui parle à côté, il ne faut pas qu'il y ait la radio, il ne faut pas qu'il y ait d'embouteillage plus que d'habitude, il ne faut pas qu'il pleuve, il ne faut pas qu'il neige, il ne faut pas qu'il y ait du brouillard, il ne faut pas qu'il fasse nuit. Mais ils savent quand ils peuvent y aller. Et ils le gèrent comme ça. Ben oui. En plus, franchement, je n'ai pas envie de faire autre chose. On continue à avancer, on va rester là-dessus.
Donc, cette histoire de conduite, je l'ai intégrée maintenant dans les téléconsultations. Je leur pose la question. Voilà, est-ce qu'ils ont eu des accrochages? Est-ce qu'ils conduisent? Ils conduisent en général peu ou pas. Hein, ça, c'est clair qu'il ne faut pas les perturber. De toute façon, dès qu'ils ont une activité, si elle est perturbée par quelque chose autour, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est comme ça, et notamment la conduite. Donc, ils fonctionnent bien sur des petits trajets connus sans perturbation, mais malheureusement pour eux, il y a quand même des déplacements qui sont contraints. C'est-à-dire aller chercher les enfants à l'école, le trajet de travail quand on travaille encore, ou les conduites professionnelles pour ceux dont c'est le métier, ils sont bien obligés de les faire. Donc c'est important pour moi qu'ils aient cette notion, qu'ils connaissent leurs limites, sans que ce soit une sanction. Bon, si on vous met au volant et que vous savez qu'au bout de 10 minutes, vous allez commencer à dérailler, à taper dans tout ce qui bouge, je pense que de vous-même, vous allez dire, bon, maintenant ça fait 8 minutes, je m'arrête, hein, d'ailleurs, si c'est là. Donc on a fait l'acquisition de ce bel appareil que j'ai eu à l'essai. Ça en train de conduire, c'est mort. Donc on a eu à l'essai pendant quelques jours, que j'aurai à partir de fin mars, là, qui va être installé. Alors je travaille là-dessus avec un prof de neuro pour mettre en place un certain nombre de tests. Le premier test sera bien sûr un test de conduite simple, sans problème. Hein, c'est très faisable, avec des mesures de temps de réaction au bout de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes de conduite. Ça ne dépassera pas 30 minutes, 20 ou 30 minutes. Le temps de réaction, il faut savoir qu'il est meilleur sur une alarme auditive que sur une alarme visuelle. J'en sais rien, c'est comme ça, je ne changerai rien. Mais sur les gens qu'on a testés actuellement, j'avais des gens qui avaient, sur une alarme auditive, enfin un coup de klaxon, quoi, par exemple, hein, ils réagissaient au bout de plus d'une seconde. C'est long, une seconde, ça fait du chemin pour une voiture. Hein. Quand vous roulez à 36 à l'heure, ça fait 10 mètres, hein. C'est ça, oui. Ça fait beaucoup. Donc voilà, ça c'est important. Deuxièmement, ils auront à faire un deuxième trajet qui va être, lui, perturbé, qui va être un trajet perturbé, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un trajet à faire avec les essuie-glaces, avec donc de la pluie, un trajet avec éventuellement du brouillard, enfin des choses qui vont venir perturber leur truc. Et de la même façon, on va remesurer leur temps de réaction au début, 5 minutes, 10 minutes, etc., etc. Troisième trajet et dernier trajet, là on va s'attaquer à la somnolence. On va leur faire pour l'instant ce n'est pas totalement rédigé tout ça, hein. On en a parlé avec le prof de neuro, mais je pense que c'est cohérent dans ce qu'on cherche. On va les faire conduire en gros sur une autoroute, quelque chose d'aussi ennuyeux que possible, un peu dans la pénombre et avec un ronronnement de voiture continu, avec un encéphalogramme sur la tête. C'est-à-dire qu'on va les enregistrer, on sait reconnaître sur l'encéphalogramme les signes de somnolence. On sait qu'à ce moment-là, ils deviennent dangereux, pour eux-mêmes et pour ceux qui sont en face éventuellement. Donc ça va être mis au point. Il faut là par contre entrer dans des normes un peu plus difficiles, c'est un test de 40 minutes. 40 minutes à conduire de façon monotone, avec rien d'intéressant, pas de bruit, rien d'intéressant sauf le bruit de la voiture. Et les gens s'endorment. Voilà. Déjà quand on fait les encéphalogrammes actuellement, on les met dans un fauteuil, ça dure 10 minutes, un quart d'heure un encéphalogramme. J'ai des gens qui s'endorment pendant l'encéphalogramme. Ils ont les bigoudis sur la tête, ils ont 48 électrodes, ils s'endorment. Donc ceux-là au volant, il faut qu'ils fassent attention quand même. C'est pas moi. Ça c'est Nokia ça. Ensuite. Bon, notre bilan donc qui est échelonné sur 2 nuits et donc. Alors au départ on faisait les bilans sur 2 journées avec une nuit au milieu. L'ennui c'est qu'on leur en fait faire tellement qu'arrivé le deuxième jour ils étaient incapables de faire quoi que ce soit. Bon, on avait un peu trop tiré sur la ficelle, donc maintenant on répartit mieux, ce qui leur permet d'avoir des temps de récupération. L'après-midi, souvent, je leur laisse 2 bonnes heures de sieste. Enfin, j'essaie de les ménager de façon à avoir des patients, quand on les explore, qui ne soient pas en train de somnoler, quoi. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, on fait une réunion d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire ça, on repart du schéma tout à l'heure des fosses nasales avec les senteurs. Ça permet de leur expliquer quel est le mécanisme de leur atteinte au niveau là et qui est facile à reporter sur tous les mécanismes du Covid long. Les atteintes neurologiques, elles sont tous à peu près du même acabit dans ce cas-là. Ensuite, on fait une consultation de synthèse, là je les vois individuellement. On fait le point sur ce qui s'est passé, leurs résultats cognitifs, le résultat physique, le scanner, le machin, le truc, la biologie. On met en place un traitement, si traitement il y a. Actuellement, on n'a pas de traitement du Covid long. On ne sait pas faire. On sait traiter les symptômes, plus ou moins bien, mais on n'a pas de traitement. Il y a des tas de gens qui vous disent oui, il y a un traitement, ça marche, machin. Alors je vois arriver des gens, moi avec une dame
je repense, qui était arrivé avec une mallette, il y en avait pour 800 € de produits qu'elle avait achetés sur Internet. C'était efficace pour le portefeuille de celui qui les vendait, mais pour elle, l'efficacité. Et les gens, d'un autre côté, ces gens, ils sont perdus. Hein. Ils sont perdus, ils n'ont pas de solution, ils ont des symptômes pour lesquels on ne trouve pas de solution. Les médecins, éventuellement, les envoient bouler. Bon, ils se tournent un peu vers la magie, et puis voilà, et ça peut se comprendre. Donc, mise en place de traitement. Alors, parmi les symptômes dont on a parlé, beaucoup sont accessibles à un traitement, éventuellement médicamenteux. Très bien, on le met en place, mais ça, on ne fait pas de miracle, on gère des symptômes. Hein. La maladie elle-même, on ne sait pas. Le seul truc où on commence à se poser des questions, c'est la persistance virale. Là, on se pose des questions parce qu'on a maintenant des antiviraux actifs, dont le Paxlovid, donc on utilise là pour les Covid aigus, j'en ai un qui tourne en ce moment. Et on se dit, après tout, s'il reste des virus, avec ça, on va les tuer. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autorisation de le faire, ça reste... voilà. Mais ça commence à publier sur ce sujet. Je pense qu'il y a des équipes qui y travaillent, et les antiviraux actifs qui sont actifs sur le virus, à mon avis, ils vont être proposés dans la mesure où on est capable de prouver la persistance virale. Ce qui n'est pas non plus quelque chose de facile à faire. Ensuite, les prescriptions de rééducation, c'est ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que reprise de l'entraînement intellectuel, ça c'est Cognifit et compagnie, éventuellement avec l'appui d'orthophonistes, de psychologues, de tout ce que vous voulez, mais des gens qui vont les aider à progresser. Et la rééducation physique, cette fois, elle doit être extrêmement lente, extrêmement progressive. Très important. On ne peut pas dire aux gens, monte sur le vélo et vas-y, pédale à fond. Ça, c'est le résultat. Bon, ça ne sera pas à tous les coups, mais il va y en avoir qui vont se retrouver par terre. Donc, ce n'est pas la peine. C'est ce qu'ont fait les kinés chez nous au début. Hein. Bon, l'erreur, elle a été faite. Maintenant, tout le monde a compris. Ils se sont fait peur. Le patient aussi. Et donc, c'est très bien. Maintenant, on y va doucement, on progresse. J'ai vu un film qui est passé sur Arte il y a quelques jours, c'est pas très vieux, une présentation du Covid long en Allemagne. Hein. Et il y avait un gamin, qui était un petit boubou, un gamin qui va avoir 12-13 ans, 14 ans, je dirais. On le voyait, il avait du mal. Et au milieu du reportage, il était tout content. Il disait, aujourd'hui, j'ai réussi à faire 172 pas. Voilà. Un gamin de 13 ans, il a fait 172 pas, ben pour lui, c'est miraculeux. Et chaque jour, il rajoutait 4-5 pas, jusqu'où il pouvait aller. Alors, oui, on est dans un espèce d'état d'esprit bizarre, quand même. On part de trucs, là. Et bon, vous le retrouverez facilement, ce reportage sur Arte. Hein. Tu l'as vu, ça? Ouais. C'est impressionnant. Hein. Alors, en plus de ça, il y a tous les traitements bizarres. Alors, là, on a vu tout. Hein. Qu'on puisse dire, il y en a qui se font maintenant en Afrique du Nord, où des gens ont monté des cabinets où on fait de la phérèse. En fait, on échange, on retire du sang apparemment les méchants anticorps. Bon, voilà, bon, moi je veux bien. Hein. Bon, déjà, ça coûte 6 000 € la passe, par séance. Et puis les résultats, jusqu'à preuve du contraire, j'ai rien vu qui fonctionnait très bien. Il semblerait que les tests par le froid ont l'air d'apporter quelques soulagements. Bon, je me souviens d'une époque où les scléroses en plaques, on les mettait dans des bains glacés pour améliorer la conduction nerveuse. Je n'ai jamais vu que ça faisait des miracles. Enfin, on retombe un peu dans des trucs un peu bizarres, un peu marginaux. Le souci, c'est que ce domaine-là, comme on a beaucoup de mal, est envahi par des gens dont l'intérêt est purement commercial. Et on ne pourra pas les empêcher. Alors ça se fait. Alors en France, c'est relativement bien borné. Par contre, quand le gars, pour les affaires, il y en a qui s'étaient installés à Malte, je crois, parce que la législation leur permettait de le faire sur place. Voilà. Organisation du suivi, ben oui, quand on voit les gens, après on voit comment on va faire pour la suite des événements. On peut avancer, je pense. Alors, le suivi, ben, ça se fait éventuellement par téléconsultation, par mail. WhatsApp. Tous les patients qui passent chez moi ont mon numéro personnel. Donc, un accès WhatsApp. Je leur demande, bon, il y en a quand même plus de 200, hein. Ça fait un peu du monde, je leur demande de m'envoyer des messages. Pas la peine qu'ils fassent sonner le téléphone, hein. Ça va, c'est bon. Par contre, je réponds aux messages autant que je peux. Hein, voilà. Ensuite, bon, on propose en général une réévaluation à 8 mois, 6 mois, 8 mois ou 1 an. La création de groupes WhatsApp, ils les créent eux-mêmes, donc je n'ai pas besoin de les faire. Les groupes de parole ben, sont les mêmes, parce qu'en fait, comme ils n'habitent pas ensemble, ils discutent via un système de messagerie, c'est très bien. Et d'autre part, en partant, ils repartent avec donc un abonnement, une licence Cognifit qui leur permet de s'entraîner pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà. Très important. Ben, je crois que ça s'arrête là. Ah, c'est chouette, hein.
Alors ne riez pas parce que j'ai mis à peu près 1h30 pour réussir à faire ça. J'ai un peu honte, mais bon, quand on voit que je ne suis pas foutu de faire marcher une souris, bon, voilà. Bon, c'est quand même la vérité. Voilà. Je crois que... Voilà. Il en reste que deux, ou alors ils dorment tous. Ah oui. Oui. Quand vous parlez de Covid aigu, Oui. qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir eu un Covid aigu? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire n'étant pas la clinique médicale, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir un Covid aigu pour avoir après tout suivi? Il faut avoir, normalement, il faut avoir été infecté par le Covid. Oui. C'est ce qu'on appelle le Covid aigu. Alors, ce Covid aigu peut se solder par rien du tout. D'accord. Un petit mal à la gorge, un petit machin, ça passe en 2 jours et c'est réglé. Ça peut aussi se solder par un séjour en réa avec ce que je vous ai montré, que les poumons que je vous ai vu tout à l'heure. C'est ça le Covid aigu. Mais dans la mesure où on a été testé ou machin Covid, on peut. Les symptômes qui suivent peuvent être. Vous avez une présomption d'origine, si je peux dire. D'accord. Voilà. Mais voilà. Et est-ce que si on prend le cas de votre marchand de chaussures, est-ce qu'on a espoir qu'il guérisse quand même? J'en sais rien. Ah, bien sûr que j'ai espoir. Alors, mais est-ce qu'il va guérir? Oui, honnêtement, je pense que oui. L'évolution globale de tous ces patients se fait vers le mieux. D'accord. Voilà. Ils pourront reprendre une vie. Pas tous. Normale. Cet enfant de 12 ans arrivera à faire 1000 pas. Ça, j'en sais rien. 1000 pas. Ça, j'en sais rien. Il s'améliore, mais enfin, est-ce que c'est retour à l'état antérieur? Ou est-ce que c'est amélioration en disant j'ai perdu 70%, je vais regagner 10 et je vais être content? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Si tu permets, Alain, tu as rendu service à une amie, donc on n'est pas dedans, bien évidemment, pour le secret médical. Mais ces personnes qui sont atteintes, puisqu'on avait discuté ensemble des provisions, et tu m'avais donné des éléments, je lui avais dit d'appeler le service, de s'inscrire dans le protocole que tu as marqué. Même si c'est compliqué, ça l'a soulagée parce qu'elle savait ce qu'elle avait dit. Oui. Et ceux qui les rendent malades, les gens, c'est de ne pas savoir. Donc en plus, avec des médecins et la famille qui se disent ouais, tu es dépressive. Fais des efforts. Remue-toi. C'est horrible. Donc c'est vrai que nous, autour de nous, les familles ne soutiennent pas forcément. Les médecins, soit ils n'ont pas envie, ou soit ça rentre dans un système où manque de chance, la personne, un tout petit peu avant, elle a fait une petite dépression nerveuse, c'est là-dessus. Et le fait qu'elle soit passée dans les mains de ton service, ça lui a rendu un grand service, même si c'est compliqué de s'en remettre, on s'en remet bien, honnêtement. Elle en est à 2 ans et demi, 3 ans. Hein. Et elle n'a pas tout récupéré. Mais, oui. Mais elle voit l'évolution. Déjà, et elle sait oui. qu'elle est. Ils ont des repères tous. Ils me disent aujourd'hui, j'ai pu aller faire mes courses. Waouh, quel exploit. Il y en a, ils restent chez eux, ils ne peuvent pas sortir. C'était son cas. Et le progrès, c'est aller faire les courses. Éventuellement, la course, on fait les courses, la pharmacie, voilà, 2 trucs, et on revient et on ramène un sac éventuellement. Et on est obligé de se contenter de peu, hein. Franchement, non. On n'a rien d'autre à leur offrir. Hein. C'est des personnes de tout âge, là? Pardon? C'est des personnes de tout âge, des personnes, des enfants, des personnes âgées, c'est de tout âge. Ah non, c'est de tout âge, ou 12 âges, je ne sais pas comment on dit, mais la moyenne d'âge, c'est 44 ans. J'en ai pratiquement pas au-delà de 60 ans. Alors peut-être que les gens au-delà de 60 ans, à la limite, ils ont des troubles de mémoire et se disent après tout, c'est la vieillesse. Et certains ne manquent pas de leur dire d'ailleurs, c'est dans la des choses. Ça y est, bonhomme, tu as attrapé l'Alzheimer. Merci, tout va bien. C'est le bonheur. Autre chose, l'Alzheimer et le Covid long, les troubles cognitifs ne sont pas les mêmes et pour ce qu'on sait de l'atteinte anatomique, ce ne sont pas les mêmes. Rassurant. C'était pas très sympathique. Par contre, on ne sait pas si l'Alzheimer n'a pas une origine virale lui aussi. C'est des questions qu'on... Bon, voilà. Je vous dis, ce magma là, des infections, en fait, post-infectieuses, c'est épouvantable. Il y a des tas de trucs dedans, franchement, on ne comprend pas tout. C'est une évidence qu'on ne comprend pas. Alors, on a bien repéré quelques trucs. Bon, là, on a un coupable annoncé du pangolin. Là. On a ce virus, on sait qu'il est là, il a été identifié lors d'un test. 3 mois après, on a des ennuis. Bon, ok, on est clair. Mais dans d'autres cas, on ne sait pas. Hein.
C'est une question que je voulais demander, c'est personnel. Hein. Ma mère, elle a plus de 100 ans. Votre mère? Ma mère, elle a plus de 100 ans. Oui. Elle va avoir 103 ans. Elle a attrapé tout froid. Oui. Et il a eu presque rien. Pourquoi ces personnes âgées, ils sont protégées plus que les jeunes? Je n'en sais rien. Je me pose des questions. Je n'en sais rien. J'ai eu des patients. J'ai eu des patients de plus de 90 ans, hospi, Covid, hein. Bah, ils ont fait leur petit Covid tranquille, si je peux dire. Hein. Oui, mais la gêne, j'ai vraiment pris. Alors, on a un phénomène un peu comparable avec la grippe, certaines grippes, où en fait les gens plus âgés ont été en contact avec le virus de la grippe, je ne sais pas en quelle année, et donc ils avaient déjà une immunité qui avait enregistré ce virus. Et en voyant arriver un nouveau virus de la même famille 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, ils réagissent plus vite et mieux. Voilà. Mais pourquoi, en dehors de cette explication-là, j'en ai pas. S'il vous plaît, à votre connaissance, est-ce qu'il y a beaucoup de laboratoires qui font de la recherche sur le Covid? Alors, en France, enfin, dans le monde, enfin. Dans le monde, énormément. Si vous allez sur le site SES Covid long, vous avez en haut à droite une colonne où il y a tous les articles intéressants qui sortent, que je mets, au fur et à mesure qu'ils paraissent. Hein. Je les passe les mains en français et je les mets. Et dessus, il y a un truc qui s'appelle Veille scientifique, je crois. Et dessus, vous avez accès à tout ce qui se fait comme recherche dans le monde, tout ce qui est répertorié. Il y en a peu en France, honnêtement, il y en a peu. Mais après, la France, au milieu de tout ça, c'est petit. Hein. Il y a les États-Unis, il y a le Canada. Les Canadiens sont très actifs. Les Chinois sont très actifs. On a récupéré beaucoup d'informations. Au moment du Covid aigu, nous, on s'est servi de beaucoup d'informations qui venaient des Chinois. Les messages chinois. Parce qu'ils les mettent à disposition. Ah oui, oui. Eux, oui. Leur gouvernement, non. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la même maison. Hein. Non, non, ils ont publié beaucoup de choses qui nous ont aidés. On ne savait pas. Et vous, on se retrouve avec une maladie, avec des gens qui étouffent, on n'a pas vraiment d'explication. On lui dit il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Bon, en fait, on a beaucoup parlé entre nous, on se téléphonait les uns les autres. Voilà, et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai ça, j'avais des patients en soins intensifs. Je fais quoi? Voilà. Donc, on peut espérer que... On peut espérer, parce que vu le monde qui est mobilisé là-dessus, il y a eu une situation un petit peu comparable avec le sida, où il y a quand même eu un gros effort de recherche, parce que bon, cette population avait peut-être les moyens, je ne sais pas, on fait beaucoup de recherches. Là, on est sur un sujet qui touche énormément de personnes dans le monde. Je vous dis, moi, dans ce que je vois comme publication, c'est les États-Unis, beaucoup. Le Canada, beaucoup. Les Canadiens sont notamment, en plus c'est en français en général, le Québec c'est sympa. Le reste, Allemagne, tout ça, il n'y a pas grand-chose qui sort. Il y a quelques publications françaises, quelques publications italiennes. Il y a beaucoup la Chine encore. Ils continuent à... En plus, entre nous, ils doivent être en plein dedans. Hein. Donc, ils ont les Covid aigus et ils les ont derrière. Hein. Combien y a-t-il de services en France comme le vôtre? C'est le seul unique. Non, oui, non, mais ils sont gentils. Non, il y a des tas de gens qui font très bien leur travail. Voilà. La seule chose qui a évolué dans ce que j'ai voulu faire, c'est de dire on va essayer, au lieu que les gens se baladent à droite à gauche, comme ça se fait d'ailleurs ici au niveau des hôpitaux, ça se fait sur Bordeaux, j'étais au contact avec des gens de Bordeaux, en fait ils ont les rendez-vous en cascade, mais toujours pareil, il se passait d'un mois. Là j'ai réussi à ce qu'on ait, j'ai la chance d'être dans un établissement qui est remarquablement équipé. On a deux PET scans, des machins, des IRM, on est quand même en vie dans le luxe, hein, franchement. Et donc il y a tous les spécialistes autour. Donc l'avantage c'est qu'on peut tout faire au même endroit. Alors dans le même temps, je vous ai dit tout à l'heure, au début c'était sur 2 jours, mais je me suis aperçu que j'explosais mes patients, donc on est passé à 3. Peut-être qu'il faudra passer à 4 si on en fait d'autres. Peut-être que l'histoire du simulateur de conduite, ça va les cramer. Quand ils vont sortir de là, ils seront plus capables de marcher 6 minutes. Donc je fasse attention à ce que je fais. Mais bon, après ce mode d'organisation, je ne le connais pas, honnêtement. Alors ce qui a l'avantage et l'inconvénient, nous attirer des gens, évidemment. Mais c'est pas toujours simple, il y a des gens qui sont mieux. Et là, j'ai une dame qui vient de l'Aisne, de Hirson. Oui, mais c'est une aventure de venir d'Hirson chez nous. Alors, on a un petit peu sauvé le sujet hier. J'en ai 2-3 qui sont venus de la région parisienne, la SNCF, mais au service des gens, des accompagnateurs. Les gilets rouges, c'est ça, pour les accompagner dans le champ, les aider à changer de train. Enfin, voilà. Mais c'est une aventure, hein. C'est une aventure, il faut vraiment avoir envie de me voir, quoi, franchement. Alors, il y en a certains qui ont eu déjà des bilans pas trop mal faits. Par contre, notamment pour les PET scans, je les dirige vers les services qui font ça, c'est partout. Par contre, la façon de faire cet examen, c'est encore compliqué. C'est là que Gage a beaucoup modifié les choses.
on prenait comme référence pour faire ces examens, le niveau 0, on le mettait au niveau du cervelet. Enfin, les radiologues nucléaires. Ce qui faisait que quand le cervelet était atteint, même si trop bas, tout était trop bas et on ne voyait rien. Maintenant, il a modifié les choses, il prend comme référence le global, c'est-à-dire la somme du tout divisé par le... Et là, ça fait apparaître les anomalies, y compris au niveau du cervelet. Donc par cette technique, maintenant, ça fait ressortir les examens. Donc quand j'envoie quelqu'un faire un neurotep quelque part, je mets un petit mot en dessous, merci de prendre comme référence le global. Parce que, bon, je tombe sur un monsieur qui peut être un peu mal embouché, qui me dit qu'est-ce que c'est que ce paysan là, qui vient m'expliquer comment je fais mon travail, je dois faire mon travail, c'est un peu délicat à gérer. Hein. Mais jusqu'à présent, bon, les gens le perçoivent bien. Ils viennent téléphoner, je leur donne mon numéro de téléphone, ils rappellent, je les renvoie sur le professeur Gage, qui a une aura bien supérieure à la mienne, tant mieux, et qui leur explique comment faire. Mais même à Marseille, les délais de... Ah, les délais, j'ai beaucoup de gens qui viennent des Bouches-du-Rhône. Oui. Mais ça, c'est via les réseaux sociaux. Hein. Quand il y en a un qui a trouvé une solution, il parle aux autres, qui parle aux autres, qui parle aux autres, qui parle aux autres. Et quand, moi, je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment sur le groupe PACA Bouches-du-Rhône. Je vois des fois des sacrées bêtises, hein, quand même. Mais après, bon, ils essaient de s'en sortir, on ne peut pas leur reprocher. Et par ailleurs, il y a des gens qui disent des choses intelligentes. J'y suis de façon anonyme, hein, pas en tant que médecin, surtout pas. Et donc, je trouve qu'ils se soutiennent entre eux. Finalement, je ne suis pas un fanatique des réseaux sociaux. Je trouve que dans ce cadre-là, c'est pas mal. Ils s'expliquent, machin, moi j'ai fait ça, ça va mieux avec ça, je me suis reposé, j'ai fait ça, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait du ci, j'ai fait de la méditation. Moi, si ça les améliore, tant mieux pour eux, hein, c'est exactement ce qu'il faut faire. J'ai rien à leur proposer d'autre, alors c'est pas la peine de râler. Hein. Je voulais dire que nous, beaucoup des anticorps, est-ce qu'on est protégé? Et à partir de combien des anticorps? Alors, il n'y a pas de chiffre. Ensuite, vous avez l'immunité liée aux anticorps et l'immunité cellulaire. Celle-là, on ne sait pas la mesurer, pratiquement pas. Mais dans les anticorps, vous avez des anticorps qui sont neutralisants, donc extrêmement efficaces, d'autres qui ne le sont pas. Donc quand vous avez un taux élevé, vous avez quelques chances que la partie neutralisante soit efficace, mais vous ne le savez pas. En général, les gens ont quand même tout le monde a été plus ou moins vacciné, je dirais, plus ou moins en contact avec le virus, donc actuellement tout le monde a un taux d'anticorps qui monte, ce qui crée quand même une immunité collective qu'on a eu du mal à atteindre. C'était toute une histoire, cette immunité collective. Mais on sait qu'au-delà de 70% de la population qui a été ou vaccinée ou contaminée, l'épidémie n'avance plus. Donc ce qui va se passer là, je ne veux pas jouer les prophètes, mais à mon avis, au mois de septembre-octobre, on va bien avoir un nouveau petit virus qui va avoir un petit peu muté, là, un peu différent. Donc il y a certains anticorps qui ne vont pas le gêner du tout, ils vont en profiter pour se glisser. Et on va se prendre un petit rebond au mois de septembre, comme on a avec la grippe en janvier-février habituellement. Voilà. Enfin, je préfère un Covid saisonnier que de voir ce que j'ai vécu là. Quand même. Parce que sur les 300 personnes qui sont passées chez moi, les 300 ne sont pas ressortis vivants. Quand même. Donc, ce n'était pas des périodes extrêmement réjouissantes. Hein. Et je vous dis, on ne savait pas. On ne savait pas. Donc, voilà, on n'a pas envie de revoir ça. Bon. Oui. Je voulais vous demander, est-ce que les cas que vous avez, ce sont les Covid du début, plutôt que les Covid qu'on a... J'ai les deux. J'ai ce qu'on pourrait appeler des vieux Covid longs. Mais ceux-là, c'est pas marrant pour eux, parce qu'ils arrivent à 3 ans d'arrêt de travail pour certains. Et là, on est un peu devant un trou. Hein. On ne sait pas trop ce qui va se passer derrière. J'en ai des récents. Je pense que les plus récents datent de septembre-octobre l'année dernière. Donc il y a eu effectivement. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Je pense, apparemment, proportionnellement, il y a moins de Covid long chez les vaccinés quand ils attrapent le Covid. Dans les publications, c'est 20-30% de moins. Bon, je veux bien, pourquoi pas. Ça serait logique. En fait, je pense que moins le virus traîne à l'intérieur d'un organisme, moins il a de temps pour faire des bêtises. On peut raisonner comme ça. Donc plus vite on s'en débarrasse, et mieux c'est. Par contre, on sait qu'il n'y a pas un lien direct entre la gravité du Covid aigu et la gravité du Covid long. On a des gens qui ont eu des Covid aigus très faibles, une petite angine, un machin, et qui se retrouvent avec un Covid long épouvantable. Bon, voilà.
Par contre, il y a une certaine proportionnalité quand même. La tendance était un petit peu plus forte que ça. Par contre, ce qu'ont souvent les gens qui ont eu un Covid aigu important, c'est des séquelles. C'est-à-dire c'est le même symptôme qui restait, les symptômes respiratoires qu'ils avaient pendant le Covid aigu, ils se sont améliorés, ils le traînent. Ce n'est pas un truc nouveau qui est apparu. Les gros symptômes, on en a parlé tout à l'heure, c'est surtout la fatigue, toutes les capacités cognitives, les douleurs. Au niveau douleur, on voit un échantillonnage de tout. Vous confiez un patient Covid long à un rhumatologue, le pauvre, il va plus s'en sortir. Il y a des douleurs articulaires, musculaires, on va chercher toutes les maladies rhumatismales possibles, et on a toutes les chances de trouver rien. Excusez-moi. Pour les rhumatismes, arthrite, rien, ça veut dire quoi? C'est les douleurs. Un rhumatisme, c'est les douleurs d'articulation. Oui, parce que je connais une personne qui a le système enflammé hein, oui. Totalement. Arthrite, on diagnostiquait l'arthrite psoriasis. Oui. Mais à ce fait, il pense aussi que c'est une continuité du Covid, puisqu'elle a eu le Covid deux fois, et c'est toujours de penser. En réalité, on n'a pas de on l'aura jamais. On sait que le psoriasis provoque des rhumatismes psoriasiques, voilà. C'est son métier si je peux dire. Par contre, on sait que le Covid long réactive les poussées inflammatoires, ça fait partie de ces mécanismes. Donc si vous avez déjà un organisme avec des poussées inflammatoires, à mon avis, ça ne va pas les arranger, ça va venir par-dessus. Mais la personne qui a eu ça, justement, elle n'avait pas ces inflammations. Elle a eu le Covid, elle a eu du mal à s'en remettre. On n'aura jamais la preuve. Enfin, voilà. C'est étonnant quand même qu'un psoriasis qui n'a jamais eu de forme rhumatismale, tout à coup devienne rhumatismal. Voilà, il y a une collaboration entre le psoriasis et le virus. Bon, ça peut s'imaginer. Hein. C'est des syndromes inflammatoires qui peuvent s'additionner. Et une forme rhumatismale qui était peu intense et peu gênante peut devenir importante à l'occasion d'un Covid long. Mais j'en sais rien, j'en ai pas la preuve et je ne vous signerai pas ça, quoi. Il y a une logique là-dedans. Le problème qu'on a également dans tout ça, c'est qu'il y a des cas de logique qu'on peut appliquer, et à l'arrivée, on s'aperçoit que ça ne marche pas. C'est ce côté dramatique. Ça serait trop simple si c'était entièrement logique de bout en bout. Hein. Quoi qu'il arrive, en plus, ça rentre dans les statistiques, c'est une femme d'une quarantaine d'années. Donc on rentre. Alors, il y a la tranche d'âge, il y a le fait que ce soit une femme, en 60-40. Hein. On ne sait toujours pas d'ailleurs pourquoi les femmes sont plus frappées que les autres. On sait que d'une manière générale, dans les pathologies rhumatismales, inflammatoires plutôt, elles sont plus frappées que les hommes. Pourquoi? Par contre, je regarde, moi j'ai quelques femmes ménopausées dans mon effectif, il n'y en a pas énormément, mais je ne trouve pas que dans cet effectif-là, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est pareil. Sauf que les hommes sont un peu plus pudiques, je pense, sur les troubles cognitifs. Ils ont tellement peur qu'on leur dise qu'ils sont en train de devenir gâteux, au-delà de 60, il y a des paroles qui peuvent faire mal quand même. Je voulais dire sur les jeunes filles qu'il y a eu, qu'ils ont eu des règles, et ça s'est arrêté à la suite du Covid. Oui. Est-ce que c'est vrai? Et sur les stérilités, est-ce que c'est reconnu? En stérilité, je vois pourquoi. Parce qu'ils en ont beaucoup parlé. Il y a beaucoup que ça devenait stérile. Oui, on a parlé de beaucoup de choses. Là, si vous voulez, les règles, c'est un déclenchement hormonal, c'est clair, ça rentre dans le système automatique. Vous ne décidez pas pour une femme, je vais être réglée à telle date ou à telle associée. Par exemple, ils ont eu des règles. À la suite du Covid, ils ont plus les règles. Ça arrive. Ça arrive. C'est arrivé arrivé à la suite du Covid, c'est arrivé à la suite du vaccin. Oui, oui. Pourquoi, on ne sait pas. Et vous faites les dosages hormonaux, ils sont normaux. Voilà, rien. Moi, si tu permets, Alain, l'idée, c'est, on se rencontre aujourd'hui avec toi, avec la mutualité, avec la PES, et l'idée, c'est de démultiplier un petit peu entre nous aussi, au niveau de la mutualité, au niveau de chacun. On prend par exemple le cas de ton ami, là, qui a ces symptômes. Est-ce que cette personne, on pourrait lui dire de venir te voir, ou au moins de s'inscrire sur le protocole pour voir si effectivement il n'y a pas quelque chose qui s'est caché derrière? Alors, on va lui chercher les symptômes associés. Parce que c'est rare d'avoir un Covid qui ne laisse que des douleurs articulaires, sauf que c'est mon cas. Bon. Les douleurs dans les mains, pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça. Il y a la sénilité, il y a tout ce qui se met avec. Bon, moi j'ai collé ça au Covid, comme ça je suis tranquille, j'ai un responsable. Mais oui, c'est intéressant de voir s'il n'y a pas autre chose qui colle. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres symptômes? C'est une personne qui a quel âge? 40 ans. Ouais, donc là, les tests cognitifs, c'est intéressant. On fait des tests cognitifs à 90 ans, bon, ils seront ce qu'ils sont. Vous ne savez pas ce qui revient au Covid, ce qui revient à l'âge. Là, ça vaut la peine de regarder. Ne serait-ce que pour écarter les soupçons.
limite, on puisse lui dire, bon, votre truc, c'est probablement un rhumatisme psoriasique, de toute façon, le traitement va être le même, ça va être des anti-inflammatoires ou des antidouleurs. Alors, on ne va pas avoir fait un grand pas en avant. Hein. Mais bon, au moins on a une réponse. Ce que disait Gérard tout à l'heure, le pire, c'est laisser les gens dans le vague, parce qu'ils vont aller imaginer n'importe quoi, ils se trouvent des maladies épouvantables, c'en est une, ils peuvent en imaginer d'autres, qui n'existent pas, heureusement. C'est aussi le problème de cette maladie, on est obligé de faire des tas et des tas d'examens pour éliminer tout ce qui pourrait être collé. On a parlé des maux de tête tout à l'heure, une tumeur cérébrale, ça peut faire mal à la tête. Voilà, je vois une jeune femme qui vient, qui me dit j'ai mal à la tête tous les matins quand je me lève, je vais me poser des questions quand même. Donc on va être amené à faire des tas d'examens inutiles, c'est pour ça que je vous ai fait ressortir tout à l'heure ceux que j'estime rentables, ceux qui me ramènent des certitudes. Mais votre sonneur de cloche, il est en pleine forme. En fait, on a bien compris qu'il est dans la conférence. J'ai une question. Donc aujourd'hui, on arrive à une étape où, outre les personnes qui déclenchent un Covid long, qui rentrent dans une maladie de Covid long, il y a celles qui arrivent à 3 ans d'arrêt de travail. Ça, c'est un autre problème, sacrément grave. Et aujourd'hui, est-ce que il y a un groupe, je ne sais pas si c'est un groupe de pression, s'il y a un groupe d'agitateurs positifs qui met la pression auprès des autorités pour faire prendre en considération le risque que ça représente pour ces personnes qui, au bout de 3 ans, risquent de perdre toute couverture sociale, toute activité toute ressource en plus. Et toute ressource, et qui demain risquent de, alors on ne devrait pas en parler comme ça, mais qui risquent effectivement soit de replonger psychologiquement, soit d'avoir besoin d'une assistance sociale pour la prise en charge. Je pense que c'est le cas. Mais est-ce qu'il existe... Mais il n'y a rien qui existe. Il y a des associations qui relouent beaucoup là-dessus, sur le sujet. Il y en a une qui s'appelle Après J20, je crois. Il y en a une qui vient de se créer là, sur les Bouches-du-Rhône. Ils sont très actifs. Alors, ils ont écrit à tous les ministres, ils ont écrit à tous les députés, ils ont écrit à tous les sénateurs. Enfin, je pense que ces gens-là doivent recevoir tellement de courriers de ce genre dans des différences du sujet que c'est tombé à la trappe. J'ai vu qu'il y avait un sénateur qui avait interrogé le ministre de la Santé concernant la parution des décrets d'application de la loi donc, du 23 janvier 22. Cette question elle date du mois de juillet dernier. À ce jour, pas de réponse. Je pense qu'il faut que, effectivement, des groupes d'influence poussent là-dessus. Mais quand on voit la réponse de François Braun tout à l'heure, qui dit « Oh, là, il faut réfléchir, il y a beaucoup de choses, c'est compliqué », oui, mon gars, mais attends, on fait quoi? Oui, et c'est quand même, vu la moyenne d'âge, 44 ans, une population qui... les conséquences pour eux de l'arrêt d'activité d'une perte de revenus, c'est une cata. Voilà, il y a une espérance de vie en nombre d'années, mais l'espérance... Le calvaire, de vie, hein. Voilà. C'est le terme. Là, on n'en sait rien, on est à 3 ans. Alors, 3 ans, moi, ça m'avait choqué en me disant c'est la fin des droits. Pour ceux qui ont commencé tôt, si je peux dire. C'est quand même ça, c'est la retraite. Ils ont commencé tôt, donc à 3 ans, on fait quoi? D'accord, donc la question reste à suspendre. Oui, l'indemnité adulte handicapé, je crois que c'est 912 ou 920 €. Pour faire vivre une famille avec ça à 40 ans, c'est pas possible. Si les gens, alors en plus, il y a eu d'autres drames, si vous voulez. C'est que, vous parliez tout à l'heure de ce qu'avait donné le confinement dans les couples. Bon, il y a des histoires de violence, mais aussi des enjeux de séparation. Là, on se trouve dans une situation où les séparations sont nombreuses. Moi, je croyais que j'avais un recrutement quand même de femmes seules. À ce point-là, quand même, ça faisait beaucoup. Et en fait, il dit non, mon mari, il n'a pas accepté, il est parti. Voilà. En plus, entre nous, trouver sa femme à la maison couchée toute la journée, à un moment, ça peut agacer aussi. Hein. Le gars, il n'est pas forcément informé. Et puis, si on ne l'a pas expliqué et qu'il n'a pas le tempérament à l'accepter, ben voilà, il va faire autrement. Mais effectivement, je ne vois pas de gens qui agissent là-dessus. Je vois beaucoup d'agitation sur les groupes sociaux, là, machin. On va faire ci, on a écrit, effectivement, ils ont écrit aux députés, machin. Alors il y en a un qui les a reçus, ils sont contents.
Le mec, il a fait une lettre au ministre, qui n'a pas répondu. Comme ça, retour avec un débat. Et qu'est-ce qu'on peut faire la mutuelle, obtenir que ces gens-là soient considérés comme des malades comme les autres. Que peut faire la mutuelle? Je vous ai dit en introduction, quand on écrivait la première page du dossier, il nous appartient, et il m'appartient en tant qu'administratrice de celui de Mutuelle de France, de faire aussi remonter le contenu de cette conférence. La conférence est enregistrée, va être diffusée sur les réseaux sociaux, donc on va pouvoir être regardé par aussi d'autres élus de la mutuelle, d'autres dirigeants, et il nous appartient de réfléchir, voir ce que l'on peut proposer. Est-ce qu'on va pouvoir de permettre à la suite de tout ça, de faire avancer par rapport justement à ces fameux 3 ans, à faire en sorte à ce que... Ça fait partie du lot. Après, moi aujourd'hui, je ne peux pas vous dire sur quel domaine la mutuelle va s'engager. C'est un dossier qu'on peut prendre en charge. Il y a un journal mutualiste d'information qui est le magazine Viva. On peut effectivement voir avec le magazine Viva s'il y a la possibilité de faire un numéro spécial et de... C'est quelque chose qu'il faut que l'on construise et que je ne peux pas construire moi toute seule, que l'on doit construire avec le conseil d'administration de Solumut, mais aussi avec l'ensemble des mutuelles de France et de la mutualité. Donc c'est une première page qu'on écrit et on va essayer d'ouvrir des portes et de voir comment on peut porter le sujet beaucoup plus haut. Il faudrait que ça sorte, enfin, il faudrait que ça aille au-delà que ça sorte de la mutuelle. Il faudrait qu'en fait que ce soit le gouvernement, enfin les structures, enfin qui en ont part. Pour ça, il faut que tout le monde puisse aussi faire remonter les situations et faire remonter... Le vote de la loi, là, donc demandant la prise en charge, actant la prise en charge de ces patients-là, a été voté il y a maintenant plus d'1 an, à l'unanimité de l'Assemblée, tout groupe confondu. Résultat de l'opération, résultat, il n'y a rien, pas de décret d'application, on n'a pas avancé d'1 millimètre. On a enregistré des bonnes intentions, mais il n'y a rien en face. Et quand on retombe maintenant sur la personne responsable, a priori le ministre chargé de la Santé, visiblement, c'est pas son sujet du jour. Alors, en fait, je connais bien, parce qu'on a travaillé ensemble sur d'autres dossiers, je présente les choses avec sa manière humble. Le travail de fourmi que tu fais, quand tu disais tout à l'heure, tu es pas secrétaire fait en disant tu as informé, on va dire, 200 médecins de contrôle, c'est quand même un sacré boulot, parce que c'est quand même eux qui estiment si un salarié peut ou peut pas, ou doit reprendre le travail. Mais c'est le travail, de les informer de ce qu'est cette maladie. C'est pas le lien avec le fameux droit, mais déjà le début du droit, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'ils peuvent en parler, ils peuvent faire passer l'information. C'est pas d'en haut, hein, quand on sait qu'ils ne savaient pas comment mettre un masque, hein, aujourd'hui ils ne sauront pas le reste non plus. Hein. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les ministres qui feront les choses, par contre, ça sera la pression qui sera mise en bas. Donc si les mutuelles en font un bout, nous on en fait un bout, parce qu'on a aussi des bulletins de vote à des moments quelque part. Donc chacun en fait un bout, Alain fait un sacré bout, parce que quand il va dans la zone industrielle, c'est quand même gros, hein, industrielle, pour l'emploi de chauffeur antipolice. C'est 20 000 personnes. Tu arrives à sensibiliser quand même des médecins de contrôle, ils ne sont pas moins bouillons que les autres, ceux-là. Hein, ils vivent le problème, ils ne savent pas comment s'en sortir. Donc quelque part, on leur apporte des réponses. Après, ils peuvent douter de ce que je leur dis. Hein. Mais après, ils ont les patients devant eux, ils se rendent bien compte qu'il y a un problème quelque part et qu'ils ne s'en sortent pas. Donc voilà. Donc, mais maintenant, c'est eux qui m'envoient les gens maintenant. Alors, chacun doit mettre quelqu'un à l'édifice pour faire en sorte de faire reconnaître déjà cette maladie pour ceux qui ne sont pas reconnus en tant que tels, et faire reconnaître, et faire monter jusqu'en haut. Moi, je pense qu'il y a des maires, par exemple, alors même si des fois les droits politiques, c'est pas franchement ce qu'on aime, mais il y a des maires comme Lucas, je suis sûr que s'il est sensibilisé, cet homme-là, il faudra remonter la chose au plus haut. Il a été député quand même, ce garçon-là. Et je pense qu'aujourd'hui, vu la crise qu'il a fait avec le Covid, il a quand même super bien géré par rapport à un maire, par rapport à beaucoup de maires dans les Alpes-Maritimes. Je pense que des gens comme ça, il nous a écoutés quand moi j'étais à EDF, hein, contre la privatisation de la boîte, il nous a écoutés. Je pense que cet homme-là sera capable d'écouter et d'être sensibilisé, parce que s'il faut aujourd'hui, il n'est pas sensibilisé là-dessus, en prendre 1, 2 ou 3, leur montrer les choses, ben, ça peut peut-être emmener plus loin que ce qu'on a aujourd'hui.
Je pense que tout ce qui est recherche, c'est très... Enfin, je reviens au sujet de la recherche. Je pense qu'on n'a pas forcément, au niveau de la France actuellement, des gens qui soient sur le sujet, mais ça se fait ailleurs. S'il sort quelque chose, on en profitera. Par contre, toute la partie sociale, celle-là, il faut la gérer ici. Hein. Il n'y a personne qui va donner un chèque à ces braves dames qui ne travaillent plus. Et d'un autre côté, il faut aussi faciliter tout ce qui est reprise à temps partiel. Parce que revenir au monde du travail, quand on est là, été arrêté pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans, c'est pas une évidence. Même si on travaille que 2 heures ou 3 heures par semaine, c'est bien, c'est déjà un pied dans la maison. Maintenant, on arrive à les faire accepter maintenant. Mais c'est pas gagné, et c'est certainement pas partout. Bon, ben moi j'ai plus grand chose à vous dire. Merci. C'est un plaisir. Hein.